Bon, vous m'entendez là? Ça va aller? Bon, d'abord, je tenais à vous remercier de votre présence. Sachant aussi, remercier aussi l'atelier qui a fait le choix d'une commune qui m'est chère, celle de Domérat, pour cette rencontre dont le thème générique c'est se questionner sur quelle école pour demain. Alors, avant que je vous présente les intervenants qui vont nous aider à réfléchir à cette question-là, je vais vous dire aussi pourquoi ça me paraît pertinent de faire à Domérat. On est dans une commune où l'école a toujours été une question importante dans les choix des divers élus des divers conseils municipaux. Je rappelle que je suis conseiller municipal aussi à Domérat. Que régulièrement les communes investissent, font des travaux dans les écoles. Et dernièrement, au moins sur les 2 dernières années, on a eu quand même la désagréable sensation que la collectivité investissait dans l'école, mais que par contre l'État était absent de cette affaire-là. Pire même, il a rajouté aux difficultés. Je donne un exemple. On a une petite école, qu'on appelle l'école Marcel Pagnol à Récro. On vient de faire des travaux, on avait fait des travaux importants pour permettre à ce que les gamins puissent manger dans des conditions correctes dans une cantine scolaire. À peine les travaux terminés, il y a eu une année, et la première chose qu'a décidé l'État, c'est de supprimer une classe dans cette école de 3 classes, avec un regroupement de classes dans cette école. Dernièrement, vous avez peut-être vu les importants travaux qui ont été faits dans l'école maternelle François Dolto à côté. Des travaux quand même qui sont assez conséquents dans un budget communal. Première chose, à peine les travaux terminés, première chose qui nous arrive, c'est on commence à nous questionner pour la fermeture d'une classe, puisque les ratios de l'éducation nationale étant ce qu'ils sont, une classe pouvait être menacée. Alors, je vous rassure tout de suite, pour l'instant, elle n'est pas fermée, mais quelque part, il faut voir tous les justificatifs à fournir pour justifier qu'on ne ferme pas une classe à François Dolto, voire même, et ça, il faut qu'on fasse attention, en évitant d'être concurrentiel avec d'autres écoles. Parce que c'est aussi ça, des fois, en demande aux communes. En disant, en gros, pour éviter de fermer là, regardez ce que vous pouvez faire dans cette école, là où il y a des classes un peu surchargées, pour pouvoir les rapatrier ici. Ça, c'est à ça qu'on est confronté quotidiennement. Donc je pense qu'effectivement, le problème de l'école et de cette question-là, qui est essentielle pour nous, et qui est confrontée à ce que tous les services publics vivent aujourd'hui, de la baisse de la dépense publique et de cette espèce de dogme du traité de Maastricht de réduire à 3% des déficits publics, a des conséquences qui sont infernales et inhumaines aujourd'hui pour nos enfants. Et quelque part, je pense que c'est ça aussi qu'il faut, puisque c'est un peu l'actualité, mais c'est ça qui nous interroge dans la construction européenne aujourd'hui, et qui est aussi interrogé pour l'école, pour nos écoles aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire, d'où l'intérêt de cet échange de ce soir. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Joël Lefebvre, je suis donc conseiller municipal à Domérat, élu sur cette commune. Et acteur de l'atelier aussi, en même temps, à Bétampérouse. Alors, le thème de notre rencontre, il est dans l'invitation que vous, sans doute, que vous avez reçue, et que je relis, c'est l'ensemble de la communauté scolaire, appuyée par les parents d'élèves, est mobilisée contre les réformes Macron-Blanquer, c'est l'actualité. L'éducation nationale est de plus en plus fragilisée par les manques de moyens. De plus, les enseignants sont confrontés aux inégalités sociales de leurs élèves, qui trop souvent se transforment en inégalités
d'accès au savoir scolaire. Après tant d'années de mobilisation et de grève où les reculs font des ravages, le moment n'est-il pas venu de réfléchir et de proposer un axe fondateur pour une école construite sur le modèle de l'enfant, qui si souvent n'a qu'elle pour réussir. Donc, quelle école pour demain? Alors, autour de moi, je vais vous présenter nos intervenants. J'ai donc à ma côté Vincent Présumé, qui est le secrétaire départemental de la FSU, la Fédération Syndicale Unitaire. J'ai Erwan Charny, qui est co-secrétaire de Sud Éducation 03, membre de la commission Quelle école. Nous avions pensé, nous avions sollicité et avait donné son accord Elena Blond, mais qui n'a pas pu venir ce soir, puisqu'elle a un empêchement. Par contre, elle nous avait dit qu'il pourrait y avoir d'autres représentants de CGT Éducation. Donc bon, on fera ça, mais sachez qu'ils étaient aussi invités pour intervenir dans ce moment-là. Et enfin, Aurélien Demonja, on dit, hein, c'est ça, qui est administrateur national de la FCPE, donc la Fédération des conseils de parents d'élèves, qui participe aussi à nos échanges de ce soir. Alors je leur ai proposé, sur le thème quelle école pour demain, chacun, de nous faire part de leur proposition, de leur avis, en essayant de tenir allez, un quart d'heure. Quand je dis un quart d'heure, je sais qu'à un moment ça va peut-être un peu dépasser, mais pour nous permettre aussi d'avoir un échange avec la salle, puisque et pour qu'on finisse dans de bonnes conditions vers 20h, donc aussi, dans ce moment, avoir aussi un échange avec la salle. Donc ce que je propose, c'est peut-être de commencer les choses par les parents, par le représentant des parents, puisque le CPE, c'est une association représentant les parents, sur ce thème, quelle école pour demain? Donc je vais passer la parole à Aurélia Demonja. Merci. Bonsoir. Je vais jouer un petit peu la mouche du coche. Hein. Oui, ça marche. Là, ça marche, c'est bon? D'accord. Je vais jouer un peu la mouche du coche, mais je vais d'abord me présenter, puisque c'est juste un peu poli. Donc je suis administrateur national de la FCPE depuis 1 an à peine, hein, et pas pour très longtemps. Je suis par ailleurs clermontois, donc je ne viens pas de très loin. Patrice Berthenier, le président de la FCPE de l'Allier, m'a demandé si j'étais disponible pour cet atelier, sachant que lui-même était ailleurs ce soir, donc c'était tout à fait sympathique pour moi, là je pouvais répondre présent. Et bien sûr, je suis parent d'élèves, mais presque plus, puisque j'ai 3 enfants, dont le plus jeune est en train de préparer son bac, là, tout de suite. Donc voilà, je finis vraiment, moi, ma carrière de parent d'élèves. Ensuite, je vous rassure, hein, devenir administrateur national de la FCPE, c'est comme partout. Hein. Voilà. C'est autant pour des bonnes raisons que pour des moins bonnes, comme toute organisation, quelle qu'elle soit. Voilà. Mais à titre personnel, je suis content de finir mon parcours comme ça, puisque j'ai été 3 ans président de la FCPE du Puy-de-Dôme. Et voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir balayé un petit peu ce paysage-là de représentants de parents d'élèves. Et je peux dire, puisque j'arrive au bout, qu'à titre personnel, ça m'a apporté beaucoup. C'est quand même très riche comme expérience. Alors, venons-en au sujet. Pourquoi je vais faire la mouche du coche? Parce que ce qui a été lu tout de suite, c'est l'ensemble de la communauté scolaire appuyée par les parents d'élèves. Les parents d'élèves, nous faisons partie de la communauté scolaire. C'est comme si on disait l'ensemble des fonctionnaires d'État appuyés par les enseignants. Vous voyez? Donc l'école, et je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant là, dans mon intervention de 10 ou 15 minutes, c'est qu'à mon avis, si on veut parler d'une école de demain, il faut bien sûr regarder notre école d'aujourd'hui. On va évidemment parler de la loi de la confiance qui arrive, on peut parler d'autres lois qu'il y a déjà eu sur l'école,
d'autres touches à l'édifice, parce que ce n'est pas un mouvement qui est nouveau, et c'est loin d'être la première pierre de ce qui est en train de se passer. Mais depuis 86, 85 même, existe officiellement dans les textes la coéducation, à savoir que les parents d'élèves, théoriquement, et de plus en plus, ont une place à part entière dans le système éducatif. Et on voit très bien, et je pense que personne ne dira le contraire là, dans cette salle, que ça n'est pas une réalité. Aujourd'hui, ça n'est pas une réalité. Comment voulez-vous qu'une société telle que la nôtre porte réellement son école et les enfants qui la traversent avec cette vision de ce qu'est un parent d'élève? On a quelque chose qui est tellement ancré dans la culture, dans les habitudes, dans les manières de faire, jusqu'à la formation, évidemment, des enseignants. Et comme toute personne, il pourrait se trouver d'ailleurs que je sois enseignant moi-même, puisque ça n'empêche pas d'être parent d'élève et d'être investi, ce qui a été le cas longtemps d'Elena Blanc, qui peut être là ce soir pour la CGT, par exemple. Donc il n'y a pas de problème, il se trouve que je suis charpentier, et ça me va très bien aussi. Mais d'un point de vue global, la société, dans son ensemble, a globalement l'école qu'elle mérite. On est d'accord. Voilà. Cette communauté éducative, la coéducation et la place des parents, il est très clair qu'elle est, entre autres, dans l'article 1er de cette loi de la confiance, puisque ça, j'en ai très très peu entendu parler depuis le début, il est question que les parents d'élèves doivent le respect dans cet article. Voilà. Voilà comment mettre à mal toutes ces années où la coéducation, tant bien que mal, car un cara, et quand même s'est installé de circulaire en circulaire, de décret en décret, un petit peu plus. Un article comme ça, où il y a une partie qui concerne les enseignants, et ils en parleront bien mieux que moi, hein, donc c'est pas contradictoire, mais dire que les parents doivent le respect à l'institution nous met totalement à l'extérieur de ce système-là. Et ce qu'on défend à la FCPE, c'est véritablement l'inverse. Je vais rappeler, sans aller chercher très loin, hein, le premier article de nos statuts, la FCPE. FCPE qui remonte à 1948, hein, et qui est directement issue d'une volonté des enseignants à l'époque, des instituteurs et institutrices. C'est bien de s'en souvenir aussi et de le rappeler. L'article 1 de nos statuts, il dit que la FCPE, que je retrouve la formule exacte parce qu'elle est importante, veut installer, que soit mise en œuvre, hein, c'est pas les bons mots mais c'est pas grave, l'idée est importante et on va le voir, un service public, gratuit, laïque, d'éducation nationale. Donc là, on a vraiment l'ADN de ce qu'est la FCPE. Et dans ce qui a été dit en introduction sur la part de l'État, des communes, et il y a d'autres échelons, hein, évidemment, départements et régions, bien sûr, à leur niveau aussi, sur d'autres niveaux d'enseignement, le premier degré. Quand on dit un service national d'éducation, c'est que véritablement, on va avoir envie de lutter, de gommer, autant que faire se peut, tout ce qui va pouvoir ressembler à une inégalité territoriale. C'est-à-dire que les enfants de la République, dans l'école de la République, doivent tous être traités de la même manière. Et ce qui se déconstruit d'une manière ou d'une autre en donnant, en laissant, en faisant cadeau de compétences aux collectivités territoriales, sans que les financements ne suivent en général, c'est aussi pour nous un signe que l'école ne sera plus la même à tel endroit du territoire et à tel. Et des disparités comme ça, on en a énormément et quand même de plus en plus. Gratuite, l'école gratuite. Dans l'Allier, vous êtes le seul département d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a des transports totalement gratuits pour ses collégiens et lycéens, j'imagine, puisque ça doit être... Voilà. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas normal. Sauf que ce qui n'est pas normal, c'est que tous les autres ne soient pas gratuits. Et ce qui va arriver, c'est que c'est l'Allier qui ne va plus être gratuit. C'est la région qui a la compétence du transport scolaire, théoriquement.
la région doit garantir un accès égal au service public du transport scolaire à tous les habitants de sa région, à tous les enfants. Pourquoi les enfants de l'Allier ne paieraient pas le transport scolaire puisque les autres le payent? Vous voyez, je prends les choses un peu à l'envers, mais c'est la réalité de ce qui se passe dans les évolutions. Quand on dit gratuité, et ça permet de parler un peu d'Europe, puisqu'on est quand même dans un contexte évidemment, un calendrier hautement politique, et c'est tout à fait normal. En Finlande, par exemple, le repas de midi est pris avec les enseignants et est totalement gratuit pour les élèves. Alors que les enseignants aient dans leur statut d'accompagner le repas du midi ou pas, ça c'est une autre discussion, c'est peut-être bien, ce qui n'est pas bien, j'en sais rien, c'est à titre d'exemple. Mais par contre, ce qu'on réclame, nous, véritablement, c'est que l'école soit totalement et entièrement gratuite. À un moment donné, ce qui va différencier des enfants qui vont pouvoir ou pas rester à la cantine, qui vont pouvoir ou pas participer à une sortie scolaire, qui vont pouvoir ou pas prendre les transports en commun, c'est pas que l'école en tant que telle, évidemment, c'est très important. Et je n'ouvre même pas le chapitre des fournitures scolaires, puis de tout ce qui est lié véritablement à la scolarité. Quand un exemple tout simple, hein, à un moment donné, quand dans un établissement, on dit à un élève que s'il n'a pas de basket, il ne fera pas le PS, eh ben, c'est pas possible pour tout le monde des baskets, tout simplement. Voilà. Il y a un véritable principe de gratuité qui n'est absolument pas respecté, alors qu'il est normalement affiché dans cette école publique. École publique, mais pas que publique, puisque l'enseignement privé sous contrat est financé par vos impôts et mes impôts. Donc, vous voyez, quand on repart juste de ce qu'on porte dans nos statuts, la FCPE, depuis 70 ans, voilà, on voit qu'il ne s'agit pas, et c'est pour ça que la phrase est importante, j'aurais vraiment dû la renoter pour avoir les bons mots, on n'est pas là pour défendre un service d'éducation nationale. Il n'existe pas aujourd'hui. Allez dans les Bauges, il n'y a pas de collège public, il n'y a qu'un collège privé. Et le lycée est ouvert depuis 2 ans ou 3 ans. Voilà. Et il y a d'autres endroits comme ça en France. Des déserts d'écoles publiques, il y en a. Donc le projet d'une école au niveau d'un pays, il doit être à la fois global, et je vais conclure là-dessus parce qu'après on échangera, c'est quand même le plus important. Et il ne peut se faire qu'avec l'ensemble des membres de la communauté éducative. Voilà. Ça, c'est primordial, c'est très important. Et pour revenir à ce qui peut-être nous amène dans l'actualité aujourd'hui autour de la politique de Macron et de son cher ministre Blanquer, hein, qui est impressionnant dans sa vélocité, dans sa rapidité à faire réforme sur réforme, à mettre les choses en place, qui d'ailleurs en arrivant disait non, il n'y aura pas de loi Blanquer. Et puis la loi de la confiance, évidemment, on appelle tous la loi Blanquer, bien sûr. C'est le... Quand il y a, encore une fois, hein, c'est une pierre en plus à l'édifice, on peut remonter hein, les précédents gouvernements, et d'ailleurs de droite ou de gauche, quand on voit ce qui a été fait au niveau de l'école, c'est vraiment pas nouveau. Il y a des choses en plus, hein, mais à chaque fois, on avance, on grignote, en fait, on grignote. C'est exactement comme le réchauffement climatique. L'iceberg est en train de fondre, et puis on va se retrouver sur un glaçon. Hein, mais c'est loin d'être le début, et malheureusement, c'est pas fini. Comment s'opposer réellement, efficacement, à ce qui est en train de se passer, ce qui se passe déjà, mais qui est vraiment en train, par contre, de s'accélérer au niveau de l'école? C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est-à-dire à être tous membres de la communauté éducative sur un pied d'égalité. On serait face à un gouvernement et à un ministre clairement mobilisés ensemble parce qu'on se connaît, parce qu'on échange, qu'on partage les idées, parce que les valeurs qu'on met en avant, elles sont pour cette école qui est le projet et qui est globalement le projet des organisations syndicales enseignantes, évidemment, publiques, gratuites, laïques. Enfin, voilà, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas ne pas être d'accord, bien sûr. On n'a pas cette cohésion. On n'arrive pas à se faire mutuellement confiance, à se connaître et à se considérer, en réalité. Voilà. Donc, c'est pas très optimiste, je suis désolé, parce qu'on ne sent pas de gros mouvements
pour que ça change dans les mentalités, hein, je crois qu'il faut être honnête. Mais j'avais vraiment envie d'aborder sous cet angle-là le débat de ce soir. Il y a d'autres points de vue, bien sûr, qui vont être développés, mais ce n'était pas la peine de le faire trois fois de la même manière, hein, où on veut. Donc je passe le micro, je vous remercie. Je continue? Oui, vas-y. C'est avec le micro peut-être. Oui. Moi j'aurais un exemple sur les baskets, parce que j'en discutais il n'y a pas longtemps avec une collègue qui avait un élève qui en plein hiver arrivait avec des petites baskets en toile trouées, parce que c'est aussi une réalité et qui fera écho je pense avec ce que je pourrais dire après, qui en allant au gymnase qui nécessite d'avoir des baskets propres, a pu lui trouver une paire de baskets qui traînait et qui plus est des Nike, donc c'était la première paire de Nike que la maîtresse a pu offrir en se disant que puisqu'elle traînait là depuis des semaines, elle pouvait bien les donner à ce garçon-là. Alors je ne fais pas de la pub pour Nike, mais en l'occurrence le petit avait des petites étoiles dans les yeux et des baskets qui lui permettaient surtout de ne pas avoir froid l'hiver. Si je le dis, c'est parce que dans l'éducation nationale qui existe actuellement et qui n'est pas folichonne pour plein de raisons, on a un système qui tient, parce que comme dans plein d'autres services publics, il y a le don de soi des personnels tous les jours qui permet de faire que ça tienne. Et qu'il y a des gens qui se réinvestissent là-dedans. Il y a un petit bouquin que j'ai amené là-bas de Véronique Decker, qui est directrice d'une école à Bobigny. Elle a plein d'exemples comme ça, justement sur les besoins matériels en fait, des enfants, qui fait que si déjà, psychologiquement, on n'arrive pas à les mettre dans une situation à peu près correcte, on peut être sûr que quand on arrivera avec nos règles de grammaire ensuite, notre texte, nos littératures, nos leçons de mathématiques, ils ne seront pas aptes à les... ils ne seront pas dans une situation matérielle et même des fois médicale qui leur permettra d'apprendre correctement. Donc il y a aussi tout un enjeu là-dessus qui, de fait, ne touche pas que l'école, mais la société en général. Donc je disais tout à l'heure que l'école n'était pas folichonne actuellement et qu'elle continue de subir quand même plusieurs attaques, d'où la nécessité, c'est pour ça qu'on était intéressés, nous, pour venir participer ce soir, la nécessité de pouvoir avoir une esquisse, un projet ou un idéal, après vous choisissez le mot que vous voulez, d'une école qui pourrait fédérer et unifier tous les acteurs, mais surtout, en tant que syndicaliste enseignant, si on arrivait déjà à fédérer nos collègues, ce serait pas mal autour d'une école qui puisse être publique, on est d'accord, qui puisse être laïque, ce qui n'est pas une évidence et ce qui n'est pas gagné, parce que ça reste un concept quand même qui se fait quand même largement, je veux dire qu'elle en prend là la tête. Et je disais tout à l'heure émancipatrice parce qu'on a un problème, je pense, avec l'école dans la définition de ce qu'elle peut. Dans le sens où dans la tête, dans nos têtes, on va dire que l'école c'est le lieu où on va pouvoir, par le savoir, par la rencontre avec les autres, s'élever. Et il y a l'école qui est pour, et j'imagine, enfin moi j'en suis convaincu pour ceux qui la financent, le lieu de la reproduction sociale où le but c'est que le fils ouvrier reste ouvrier ou qu'il monte si on en a besoin. Enfin, je crois qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. J'avais noté moi en introduction, parce ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas eu de grande visée sur l'école. Moi j'étais retourné à Jean-Pierre Chevènement, pas parce qu'il me manque spécialement, mais parce que dans les années 80, une fois que la gauche justement avait laissé tomber la question de la laïcité, ce qui avait mis quand même pas mal de bazar dans le syndicalisme enseignant à l'époque, il est arrivé avec l'histoire d'arriver à 80% d'une classe d'âge au bac. Sans se dire, qu'est-ce qu'on va faire des 20% qui restent ensuite. Peu ou prou, on y arrive. C'est-à-dire que la classe d'âge, moi je notais en 76, c'était 25% qui arrivaient au bac, on arrive à peu près à 70% maintenant. Donc il y a quand même une élévation du niveau, mais pour autant, on n'est pas dans une école qui offrirait plus de perspectives aux enfants issus des classes les plus populaires. Donc il y a vraiment, pour moi, un tiraillement entre l'école qui serait l'institution qui va permettre aux gens de s'émanciper et l'institution qui sera utile pour que les choses ne bougent pas. Moi, j'oublie jamais que Jules Ferry, qui crée les grandes lois à la fin du XIXe siècle, c'était le même qui voulait absolument coloniser en expliquant que c'était bien d'aller prêcher la bonne parole un peu partout dans le monde. Donc je crois qu'il y a un lien à faire là-dessus. Et je remonte un peu plus loin encore, enfin, après Jules Ferry et avant Chevènement, sur le plan Langevin-Vallon, qui est issu du Conseil national de la résistance, qui dit deux choses qui illustrent à peu près ce que je dis en mieux, et qui montrent cette contradiction. C'est-à-dire qu'ils écrivent déjà que la structure de l'enseignement doit être adaptée à la structure sociale,
et que la rapidité et l'ampleur du progrès économique qui avait rendu nécessaire, donc dans les années 80 du 19e siècle, à l'époque de Jules Ferry, la diffusion de l'enseignement élémentaire pour tous les enfants jusqu'à 13 ans, pose à présent le problème d'un recrutement d'un personnel de plus en plus nombreux de cadres et de techniciens. Et qu'en gros, la bourgeoisie n'est plus assez nombreuse pour assurer les postes de cadre, et donc il va bien falloir aller éduquer les prolos, pour faire clair. Mais dans le même temps, le plan Langevin-Wallon dit un truc qui, moi, me touche davantage, qui est que l'organisation de notre enseignement entretient dans notre société le préjugé antique d'une hiérarchie entre les tâches et les travailleurs. Et ça, c'est quelque chose que j'aborderai tout à l'heure sur l'idée d'avoir une éducation polytechnique qui ne fasse pas le... comment dire, qui casse la distinction entre travail manuel et travail intellectuel. Après, le plan Langevin-Wallon disait plein de choses intéressantes. La scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, ce qu'on n'a toujours pas réalisé, même si dans les faits, il y a quand même énormément d'élèves qui vont à l'école jusqu'à 18 ans. Il y avait l'idée du collège unique qui était déjà dans les tuyaux, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire. C'est-à-dire qu'on peut défendre l'idée, mais on peut aussi se dire qu'en fait, ils ne se sont jamais donné les moyens en fait, de le faire fonctionner correctement. Il y a quelque chose de très amusant sur les rythmes biologiques des enfants, puisqu'on en parlait bien avant la question des rythmes scolaires, et à l'époque, il parlait de 2 heures par jour pour les enfants de 7 à 9 ans. Moi qui suis instit, ça me plaît bien. Ça peut baisser mes obligations réglementaires de service. Mais voilà, il y avait déjà quand même des vraies interrogations là-dessus, et donc on peut se dire que quand on relance le débat 60 ans après, avec une ministre qui en fait nous fait une réforme de l'emploi du temps à la semaine, mais ne parle jamais de ce qui serait nécessaire en termes de rythme, on se rend compte qu'en fait, on a eu 60 ans qui, intellectuellement, n'ont pas servi à grand-chose. Ça, c'est ce qui peut faire un petit peu peur. Il disait aussi, moi, alors c'est quelque chose qui me touche, on ne l'a pas dit dans la présentation, mais je suis aussi, alors c'est pas pour faire le malin, mais pour dire d'un peu où je parle, je suis aussi trésorier du groupe départemental de l'ICEM Pédagogie Freinée. Et donc là où ça me touche, c'est que dans le plan Langevin-Wallon, il était question de mettre en avant tout ce qui était pédagogie active et éducation nouvelle. Sachant que dans les fin des années 40, début des années 50, le collège Jules Ferry était un collège dans lesquels il y avait des classes qui travaillaient sur le principe de l'éducation nouvelle. Donc c'est des choses qui ont existé. Tu peux préciser ça, parce que c'est des concepts qui sont un peu connus un peu dans le monde enseignant, pas forcément pour les parents et même les précises maintenant. Oui, pour aider à ce qu'on... En gros, c'est des mouvements pédagogiques qui veulent mettre en avant l'implication des élèves dans le fonctionnement même de l'école ou de l'établissement, casser aussi l'idée qu'il y aurait une domination entre disciplines, donc avec une part du travail pratique qui ne soit pas juste de se dire c'est bien d'avoir de l'apprentissage, mais dire que ça a la même valeur que le reste. Alors, après, je pourrais être un peu long là-dessus. Non, mais c'est pour qu'on... Ça va comme ça, ouais, mais l'idée, c'est d'avoir, comment dire, de se dire que les enfants qu'on reçoit à l'école, moi c'est ce qui m'a motivé dans ces mouvements-là, arrivent avec leur réalité sociale et qu'elle ne peut pas ne pas être prise en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, ils rentrent dans l'école et puis du coup ils sont tous pareils et il n'y a pas une tête qui dépasse. Ça rejoint la question des baskets de tout à l'heure. Enfin, on est obligé de les prendre. Donc il y avait déjà dans le plan Langevin-Wallon un premier projet d'école qui n'a pas été mené à terme. Je sais que, alors pour avoir une compagne qui a fait justement sa maîtrise d'histoire sur la question des classes, notamment de Jules Ferry, il y a un moment donné où tout simplement ils ont dit ça coûte trop cher. Je crois qu'on va retomber là-dessus. C'est-à-dire que ça coûte trop cher. Si on veut pouvoir travailler comme ça, eh ben, il faut qu'il y ait moins d'élèves par classe. Il faut qu'il y ait plus de personnel et pas que de personnel enseignant. Il y avait notamment dans le plan Langevin-Wallon la création du corps de psychologue scolaire. Quand on voit le nom, enfin le nom de psychologue scolaire pour pouvoir accompagner les élèves à l'école, on se rend compte que, en fait, voilà, si un ministre se disait juste on reprend le plan Langevin-Wallon, puis on essaye de le faire pour de vrai, on dit j'en chiche, comme dirait l'autre, ça serait déjà pas mal. Je continue rapidement, je n'ai pas du tout regardé là. Donc pour dire tout à l'heure, en fait je suis assez d'accord dans l'idée de défendre une école publique et laïque, mais qui est du coup le seul moyen de défendre l'idée d'une école qui pourrait être une école du commun. Ça c'est quelque chose qu'on perd énormément, j'en reparlerai un peu plus. D'une école qui soit égalitaire et d'une école qui soit émancipatrice. Donc là ça fait des grands mots, un peu pédants, mais on va essayer de préciser ça. Du coup, pour préparer la soirée, je suis allé voir quelle était, je ne m'étais jamais penché là-dessus, l'étymologie du mot école.
c'est toujours un peu marrant de voir d'où ça peut venir. Et donc j'ai découvert qu'en grec, skolé signifiait arrêt de travail. Donc comme en plus on était en période de grève, on essayait de construire une grève un peu plus forte, moi la notion d'arrêt de travail me plaisait bien, mais surtout je voyais là l'idée que l'école c'était l'endroit qui pouvait dégager des intérêts économiques directs. Ça semblait intéressant. Et après dans une autre, on retrouve le mot escole en français autour de l'an 1000, où là c'est établissement où l'on donne un enseignement collectif. Et je crois que là aussi il y a quelque chose d'intéressant parce que, et c'est là-dessus que je vais continuer, on voit arriver un individualisme, alors l'individualisme il n'est pas arrivé il y a 10 ans, mais on le voit arriver dans le cadre scolaire avec une forte propension à vouloir créer des écoles hors contrat, très concrètement, ou même une forte propension à vouloir l'école idéale pour son enfant. Et à chaque fois on envisage les choses que de manière purement individuelle. Du coup je voulais faire un petit topo. Alors ça c'est pas sur l'école qu'on veut, c'est plutôt sur celle qu'on combat ou sur celle qui nous combat. J'ai intitulé les ennemis de l'école publique. Alors ils sont pas très nombreux, pas pour dire qu'ils sont partout, qu'il y a des écoles Montessori qui font Flores et qu'il y en aurait des dizaines par ville. Ils sont pas nombreux mais ils infusent énormément en leur état d'esprit dans la société et jusqu'au ministère puisque le ministre Jean-Michel Blanquer en est féru. La preuve, c'est il y a quelques années, Céline Alvarez qui avait sorti un livre sur les trucs naturels de l'enfant, les lois naturelles de l'enfant, qui avait été invité partout, France Inter, France Culture. Cohen disait qu'elle allait révolutionner l'école par son livre. En fait, si elle avait pu faire son expérience pédagogique dans le cadre d'une école publique à Gennevilliers, c'est parce qu'elle avait été, je vais dire pistolée, pas bien acceptée par le ministère, et qu'à l'époque, celui qui était directeur général de l'enseignement scolaire, c'était Jean-Michel Blanquer. Et donc en fait, ils l'ont mis en éducation prioritaire à Gennevilliers, donc dans le 92, si je ne me trompe pas, et elle était toute seule dans sa classe avec ses élèves, qui étaient les élèves du quartier, puis il y avait des scientifiques qui passaient, donc des neuroscientifiques avec des électrodes, pour voir comment est-ce que ça fonctionnait dans la tête des enfants. Ce qui est intéressant, c'est que cette collègue-là, qui était donc dans une école maternelle, n'a jamais échangé sur le protocole scientifique qu'elle mettait en place avec les autres enseignants. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun échange avec les autres élèves et avec les autres enseignants. Et elle en est arrivée à la conclusion qu'elle était tellement forte que grâce aux neurosciences et à Montessori, les enfants savaient lire dès la moyenne section. On pourra avoir un débat sur est-ce que c'est intéressant de savoir lire en moyenne section. On pourra avoir un débat sur qu'est-ce que c'est que savoir lire. Bon, il m'intéresserait assez aussi. Et est-ce que c'est parce que c'est efficace très vite que c'est vraiment bien? Donc, moi, ça me semble pas, la question de l'efficacité en éducation, elle resterait à poser. Donc voilà pourquoi ça me semble intéressant de voir quels sont ces nouveaux ennemis de l'école publique, dans le sens où en fait on le retrouve au ministère, notamment avec, on a un ministre qui est très fan de Stanislas Dehaene, qui est le chef autoproclamé des neuroscientifiques, qui en plus du coup se place comme le seul neuroscientifique qu'il faudrait écouter, alors qu'il y en a plein d'autres qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. Et un neuroscientifique, c'est pas quelqu'un qui peut dire comment on fait classe. Surtout qu'une des grandes découvertes des neurosciences, c'est dire qu'un enfant apprenant en prend mieux quand il est concentré. Donc je pense que la plupart des enseignants, des parents, enfin, n'importe qui. Ouais. Donc je reprends trois. Il y a une famille un peu bizarre dans ceux qui n'aiment pas l'école publique. Alors il y a ceux qu'on connaissait bien, qu'on a toujours connus, c'est les catholiques intégristes. Ils ont leur école, il faut surtout pas aller voir les méchants profs gauchistes, fonctionnaires. On les a vus il n'y a pas longtemps à La Roche-sur-Yon, vendredi dernier. Il y avait des jeunes d'une entité catholique qui sont venus faire tomber, qui sont venus physiquement faire peur à des militants des causes des LGBT. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais en gros on voit un petit peu où ils se situent. En plus on est en Vendée, donc on a historiquement tout ce qui vient pour mettre... ils avaient été assez forts, tous ceux qui sont issus après de la Manif pour tous, ils avaient contré ce qui s'appelait le plan des ABCD de l'égalité, qui avait pour but de créer un peu une sorte de piste pédagogique pour créer un peu d'égalité filles-garçons dans les écoles, à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem. Il y a quelques extrémistes qui ont râlé, et hop, la ministre a rangé son... Enfin, pour une fois qu'on était prêt à la soutenir, elle a vite rangé son truc. Et fait notoire aussi, c'est qu'ils ont eu en plus le soutien d'une minorité de musulmans réactionnaires qui avaient appelé au retrait de l'école à l'époque. Donc il y avait des choses bizarres où
devant des rectorats, il y avait des femmes avec des jupes plissées, d'autres avec des foulards, qui étaient tous là pour dire nous l'école publique on la veut pas parce que en gros ils vont apprendre à nos enfants. C'était quoi? C'était se masturber en grande section. Oui, voilà. Enfin, il y avait notamment ça qui était. Alors eux ils sont très copains. Enfin, ils sont très copains. C'est là où c'est bizarre avec tous ceux qui ont une vision très libérale de ce que devrait être le système éducatif. C'est-à-dire tous ceux qui sont pour la libre autonomie des familles, des établissements, ceux qui défendent l'idée d'un chèque éducation qui permettrait de choisir son établissement, et qui disent, alors il y en a une qui est très connue, il y a la Fondation pour l'école, qui est dirigée par Anne Coffinier, alors qu'il y a quelqu'un qui a fait l'ENA et plein de grandes écoles comme ça, qui dit qu'en fait, l'école ne peut pas fonctionner car c'est un monopole étatiste qui est l'apanage des États totalitaires. Voilà. Fonctionnaire d'État en France, on prend ça en pleine forme. C'est-à-dire que moi, ma petite école à Saint-Angèle, où on essaie de travailler en pédagogie avec mon collègue, c'est une sorte de colcose atroce aussi. S'ils s'en sortent pas, on les enverra au fort de la cible. S'ils ne réussissent pas, on les envoie au poulet. Effectivement. Et elle dit en même temps, c'est là où c'est assez rigolo, que pour rester fidèle à sa vocation, l'Église doit partir en mission et qu'elle doit proposer l'éducation catholique à toujours plus d'enfants. Donc ces gens, en fait, ils disent qu'il faut choisir l'école qu'on veut, qu'il y aurait qu'une seule école, ça ne peut pas être la bonne chose, mais en même temps, avec la Fondation pour l'école, ils filent en fait plein de sous à différentes organisations qui sont complètement diverses. Vous allez voir que la troisième, elle est pas mal aussi. Alors là aussi, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de place dans les médias, France Inter, France Culture. Je prends ceux que j'écoute et qui relèvent à peu près du service public. C'est ceux qui seraient plus proche de l'écologie intégrale et du mouvement d'écolibri de Pierre Rabhi. Alors Pierre Rabhi, heureusement, depuis 2 ans, dans des articles dans le Monde Diplôme, on arrive enfin à avoir le droit de le critiquer, à avoir des éléments un peu pour le critiquer. Et la fille de Pierre Rabhi, elle a écrit, dans le mouvement d'écolibri, elle a monté une école. Et ensuite, après ses expériences pédagogiques, avec des gros guillemets, elle fait un petit film, elle écrit un article qui a pour titre « Faut-il encore instruire les enfants ?» Point d'interrogation. Donc déjà, on a la réponse tout de suite, et l'idée que l'enfant va pouvoir se développer tout seul et que l'école, ce serait le lieu de coercition atroce où on va l'obliger à faire ce qu'il veut pas faire. Donc elle explique, pour défendre ça, que la nature, ça aussi c'est intéressant, c'est bien mieux que tous les ouvrages de pédagogie, ce qui est bon est juste pour l'enfant. Et que l'instruction obligatoire est donc une maltraitance. C'est-à-dire que quand on a des chercheurs en sciences de l'éducation qui vont avec des travaux scientifiques, avec des expériences dans les classes, trouver comment est-ce que la didactique du français pourrait un peu évoluer, et bien là, elle va expliquer qu'on est en maltraitance. Donc pour ces gens-là, on est soit dans un état totalitaire, soit on maltraite les enfants, soit il faut rester entre soi avec tous les catholiques. Donc là, je vous ai fait un petit peu peur, mais il y a quand même tout ça qui existe, et nous, on a besoin du coup d'avoir une vision qui a déjà en fait été inventée et écrite. Je parlais de pédagogie Freinet tout à l'heure. Quand Freinet quand développe ses travaux dans les années 20 suite à la Première Guerre mondiale, c'est sur l'idée qu'il ne faut pas recommencer ce type de boucherie et que les enfants doivent vivre la démocratie tout de suite dans leur classe pour être capables des démocrates plus tard. Voilà, du coup, je retermine la définition tout à l'heure. Donc là, j'essaye d'aller très vite sur des pistes qui pourraient être des éléments pour pouvoir donner la parole à Vincent. Donc on doit défendre l'école publique, dans le sens où c'est la seule qui est réellement ouverte à tous. Que si elle recule, c'est qu'on ne la défend pas suffisamment. Alors c'est pas pour se marteler, mais c'est qu'on a besoin de la défendre plus, et qu'on doit la défendre non pas pour ce qu'elle est en tant que telle tout de suite, mais pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, je crois qu'il y a quelque chose comme ça d'important à faire. Donc là, je vais encore réutiliser des gros mots, mais l'idée de casser la hiérarchie entre les apprentissages théoriques et les apprentissages pratiques, ce seraient des pistes à développer. Il n'y a pas de raison, parce que sinon on se retrouve dans des casse-têtes pas possibles, qui sont ceux qui vivent pas mal de lycées en ce moment, quelle option il faut prendre pour pouvoir ensuite arriver dans la sélection et dans la filière qui permettra de réussir. Enfin, on est toujours comme ça dans des intérêts très, directs, pratiques, et que je comprends, on vit dans cette société, donc il faut bien arriver à s'en dépatouiller d'une manière ou d'une autre, mais dans l'idée de l'école qu'on voudrait défendre, il faudra arriver à sortir de ça, et aussi à casser ce processus de recul social. Parce que les 3 lycées qu'on connaît actuellement
en France, le lycée général, le lycée technologique, le lycée professionnel, c'est pas pour permettre à chacun d'aller à l'école jusqu'à 18 ans, en tout cas pas seulement, c'est aussi pour permettre d'avoir les futurs ouvriers, cadres et ingénieurs plus tard. Donc c'est quand même un lycée qui est calé sur le modèle capitaliste qui fonctionne. Défendre une école qui soit la plus inclusive possible. C'est-à-dire qu'on ne vient pas se dire que... Alors ça c'est un mot qu'il faut manier avec précaution, parce qu'on a le ministère qui vient nous expliquer que comment dire, l'école inclusive, il faut la mettre en œuvre. Moi là-dessus, je suis plutôt d'accord, mais ils refusent de donner les moyens. C'est-à-dire que quand on a fait la loi de 2005 pour accueillir les enfants handicapés dans les écoles, ce qu'on a créé, c'est les ABS qui sont devenus AESH, c'est-à-dire des contrats précaires sans formation. La dernière grande loi qu'il y avait eu sur le handicap dans les années 70, ils avaient créé les EduxP. En 2005, s'ils avaient voulu faire une école inclusive, ils auraient dit bon, on va embaucher plein d'EduxP qui vont pouvoir travailler sur la question du handicap et être associés avec les familles et avec les enseignants sur comment inclure réellement les enfants. Parce que du coup, on a du mal à défendre l'école inclusive aujourd'hui auprès des collègues qui le vivent souvent comme le petit élève handicapé qu'on nous met, c'est le 28e dans la classe. Donc déjà, quand on a une classe qui est explosive à 27, si en plus le 28e, c'est celui qui va nous demander 15 heures par semaine, ça coince. Mais l'idée même que chaque enfant est capable, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui reste à défendre. Et donc, je pense que nous, on a... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire quand on rencontre des inspecteurs d'académie et autres, c'est l'idée de l'école inclusive, c'est nous qui la défendons. Vous en parlez comme ça, mais vous ne faites rien pour qu'elle puisse exister réellement. Ensuite, alors je vais vraiment vite. Il faudrait une école publique, ça, forcément le parent d'élève ne va pas forcément le dire, mais avec des personnes qui soient des fonctionnaires, qui soient titulaires et qui soient correctement formés. Un exemple, pour les professeurs des écoles de l'Allier, à la fin des années 90, il y avait environ 35 personnels qui étaient des remplaçants spéciaux, enfin, attribués que à la formation. C'est-à-dire qu'il y avait 35 personnes qui remplaçaient d'autres instituts pour qu'ils soient formés. Aujourd'hui, il y en a 9. Donc vous imaginez le nombre de journées de formation que ça enlève. Et donc toute cette formation continue. Dans le premier degré. Dans le premier degré, dans la vie. Donc cette formation continue, elle ne se fait pas. C'est-à-dire que quand on parle d'école inclusive, quand on parle de nouvelles recherches en lecture, quand on parle de changement didactique en maths, quand on parle de développer des pratiques artistiques, si on n'a pas cette formation-là, au cours d'une carrière de 40 ans, permettre quand même de faire évoluer les choses, forcément c'est plus difficile d'évoluer dans les classes. Donc il y a un vrai souci de formation. À noter que le Sénat vient de dire qu'on allait faire ça pendant nos vacances. Ça aussi, on veut une formation qui soit sur le temps de travail et qui ne soit pas sur les congés. Je disais tout à l'heure une école qui postule que l'éducabilité de tous les enfants, alors je parlais de lycée de pédagogie freinée, il y a le groupe français de l'éducation nouvelle qui a un slogan qui est tous capables. La question c'est pas on doit tous réussir, c'est on est tous capables d'apprendre. Une école qui développe l'esprit critique et qui refuse de conformer les élèves et qui puisse lutter contre les inégalités, les stéréotypes. Alors l'esprit critique, moi je me souviens quand j'étais en seconde, ma prof m'a dit on doit vous éduquer à l'esprit critique, mais alors franchement c'est pas gagné. Et c'était peut-être un peu casse-pierre. Je sais pas si j'étais visé. Mais je prendrai un exemple par exemple sur les ordinateurs. On parle sans cesse de numérique, de tableaux interactifs, de ceci. Il n'y a aucune réflexion qui est faite sur le fonctionnement des logiciels, sur où sont transférées les informations. L'école pourrait être le lieu où on popularise les logiciels libres, par exemple. C'est surtout pas là que ça se fait. Et après, du coup, on passe des gros contrats avec Microsoft qui coûtent plein de sous, alors que si on embauchait des gens un peu fortiches en informatique qui soient capables d'installer Linux un peu partout et d'évoluer, on pourrait avoir une vraie réflexion sur ces questions-là. Une école ça j'y tiens, mais c'est aussi quelque chose qui est dit pas mal dans la commission Quelle école sur l'éducation, favoriser la place de la coopération, et une école qui ne s'attache pas qu'aux résultats. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, à titre personnel, je dirais une école qui cherche à créer, c'est-à-dire à considérer que les enfants puissent être des auteurs de textes, de fabrication, alors pas comment il appelle ça, le chef-d'œuvre. Enfin, c'est pas non plus pour rentrer dans cette logique-là. Mais là, ils sont assez forts parce que chef-d'œuvre, c'est ce que disait Célestin Freinet, c'est ce qu'a repris Mérieux, et puis Blanquer arrive avec ses gros sabots, il reprend le mot et il en met une réalité complètement différente derrière.
On parlait de laïcité tout à l'heure. Il faudrait une école qui soit aussi préservée de toute forme de pression idéologique. On sait que par exemple le MEDEF, en tant que syndicat patronal, a des conventions avec l'éducation nationale pour participer à... C'est comme si moi, sur l'éducation, je pourrais former des gens sur le droit du travail. Ce ne serait pas inintéressant, mais on n'y penserait pas. Bon, ben, le MEDEF, on pense à aller le chercher. Faire que la laïcité soit aussi apprise. Et là, les conjugaisons aussi. Je disais donc tout à l'heure une école ouverte à tous. La gratuité, on en a parlé, pour qu'elle soit réelle. Enfin, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir vraiment comment dire, qu'il n'y ait pas sans cesse besoin de demander des sous. Enfin, qu'il n'y ait pas besoin d'organiser un loto avec 10 parents d'élèves volontaires pour pouvoir payer les 1000 € d'enseignement de la natation. C'est ça la réalité dans moi, malheureusement, le coéducation, je crois qu'on en discute, mais souvent c'est comment trouver des sous. Arriver à avoir une mixité sociale, c'est-à-dire arrêter de créer des ghettos et avoir une vraie réflexion sur ces questions-là. Alors après, il y a un problème, hein, c'est qu'on n'enverra pas tout l'ouest parisien dans l'est parisien. Enfin, mais sur des petites villes, on pourrait imaginer qu'on coupe les villes en camembert, en tranches de camembert, plutôt qu'en quartier, ce qui permettrait d'avoir le centre-ville qui soit dans le même quartier que la périphérie. Je fais en 5 minutes pour terminer? Oui, si c'est 5 minutes, c'est bon. Si c'est 5 minutes, c'est bon. Mais c'est intéressant, alors en même temps. Je parlais tout à l'heure d'une école qui soit égalitaire, c'est-à-dire qu'on soit capable de dire que ça aussi on s'est fait avoir en 2005 avec la question de l'égalité des chances. Le concept est à déconstruire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des chances, on a besoin d'avoir un droit à l'éducation qui soit donné à tous. Et derrière l'égalité des chances, moi j'y vois ce qui est en train de se faire en fait depuis ces années, notamment dans la réforme du lycée, on vous a donné la chance à tout le monde. Celui qui a réussi s'est construit sa réussite, celui qui a échoué s'est construit son échec, donc quelque part c'est bien un peu de sa faute. Que la seule chose qu'on a à défendre, c'est l'égalité du droit, et l'inverse de l'égalité des chances, c'est pas une inégalité des chances, c'est d'avoir du droit. Et en démocratie, on cause de droit, on cause pas de chance. Donc là, il y aurait aussi quelque chose qui serait important à déconstruire. Après, moi j'aurais aussi, ça c'est ma petite marotte, arriver à avoir cette question d'égalité en interne. C'est-à-dire que la question d'égalité filles-garçons, ça peut pas être un truc qu'on écrit en bas du conseil du projet d'établissement ou du projet d'école en se disant c'est bien, ça fait des bons mots comme écologie, développement durable, tout ça. Qu'est-ce que concrètement on met en place? Je ne sais pas si on discute par exemple de la Convention des droits de l'enfant et comment on la met en place concrètement dans une classe, et comment l'enfant peut prendre la parole, comment il peut décider, quel créneau on peut avoir pour mettre ça en place. Enfin, je crois qu'il y a vraiment à chercher à faire les choses concrètement, même si c'est jamais évident, parce qu'il manque des sous, il manque énormément de temps, et qu'il y a une pression permanente, soit des parents d'élèves, soit des enfants, soit de soi-même, soit de la hiérarchie. La pression qu'on se met soi-même est peut-être la pire. Pouvoir accueillir aussi tous les enfants, que l'égalité elle soit concrète, c'est aussi permettre, tu pourrais peut-être en parler un peu plus sur la question des RESF, mais les 2 rassemblements qui ont eu lieu les dimanches là avant Luçon, c'est aussi avoir une éducation qui ne met pas les élèves dehors. Du coup, j'ai amené la pétition, j'ai mis sur la table. Donc pour conclure, j'ai zappé plein de trucs, mais l'école actuelle, ça reste le reflet de la société. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une école qui sera égalitaire, qui sera magique, où tout le monde s'épanouira, tant qu'on aura une société fondée sur des rapports de domination. Si toutes les entreprises étaient des scopes, si toutes les entreprises fonctionnaient sur l'idée qu'il faut produire ce dont on a besoin sans faire exploser leur planète, et avec le respect des droits des salariés, on aurait une école qui serait un peu meilleure. Ce serait assez logique. Que le syndicalisme et le mouvement social est, moi je trouve, assez pauvre sur ces questions-là, en tout cas plus pauvre qu'il n'a pu être il y a quelques décennies. Et donc on a quelque part à remettre ce travail-là, ce qui motiverait aussi les gens. Moi je sais que, moi j'ai commencé à faire du syndicalisme pour ça, et quand on est abasourdi par les questions très pratiques de collègues auxquelles il faut bien répondre, parce qu'il y a aussi plein d'enjeux derrière tout ça, en termes de droit du travail, en termes de vie professionnelle et de vie quotidienne, il n'empêche qu'il manque un projet qui puisse vous fédérer un peu plus. Donc on n'a pas besoin de reconstruire plein de dogmes, plein d'idéologies, je pense qu'il y a plein d'idées qui existent déjà, pour arriver à avoir une sorte de but un peu collectif. Et là ce que je notais, c'est, pour essayer de faire un bilan de ce que j'ai pu raconter avant,
d'avoir une école qui considérerait que tous les élèves sont capables, où la connaissance ce ne serait pas un élément de tri social. Ça, je trouve que c'est aussi affreux. Enfin, moi, si je suis devenu enseignant, c'est que j'aime bien apprendre et j'aime bien faire partager. Et donc, se rendre compte que connaître des choses, tu sais, l'enfant à qui on dit t'es un intello au collège. Comme si l'idée d'apprendre quelque chose, ce serait pas bien, ce serait naze et ce serait ringard, qui pour certains est une forme d'autodéfense. Hein. Mais voilà, si les connaissances n'étaient pas le vecteur d'une certaine forme de tri social, peut-être qu'on arriverait à un peu mieux apprendre. Qu'on arrête avec l'éducation aussi de mettre des mots comme mérite, comme chance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, il n'y a pas une question, enfin, si je prends même ma famille personnelle sur les générations précédentes, quand on n'a pas été à l'école pendant 8 ans parce qu'il fallait se cacher au fond de l'Haute-Loire pendant la guerre, on ne va pas m'expliquer que c'est une question de mérite quand on n'arrive pas à apprendre à lire rapidement après. Enfin, il y a des réalités comme ça. Et une école, alors je finirai avec si on pouvait avoir une école qui fasse qu'à la fin, ceux qui en sortent, puissent être touchés parce qu'ils l'ont envie, mais que quand ils rentrent de leur travail, puissent écrire un peu ou lire un peu de poésie. Si on pouvait avoir des maçons qui aiment lire, qui aiment raconter des choses, si on pouvait justement casser ces stéréotypes, ce serait pas mal. Et alors et je finis là-dessus, j'essaye de vous lire pour vous donner envie de l'acheter après. Alors ça c'est une blague. Les sous iront tous à la librairie du Talon d'Achille, sur le fait d'enseigner. Donc ça c'est le livre de Véronique Decker, qu'on aurait bien aimé avoir ce soir, mais qui est enseignant en 93, et qui devrait normalement être à la retraite à la fin de l'année et s'installer au sud d'Aubusson. Donc j'espère qu'on arrivera à la faire venir. Qui dit enseigner, ce n'est pas transmettre une compilation de savoirs techniques. Enseigner, ce n'est pas maîtriser les neurosciences pour comprendre comment les enfants acquièrent les connaissances. Enseigner, c'est un métier qui se compose de gestes professionnels, de techniques acquises par tous, de savoirs didactiques propres à son exercice. Et rien de tout cela n'a de sens si on ne s'interroge pas sur les finalités sociales et politiques que porte notre travail. Enseigner est donc un geste politique qui réfléchit au monde à venir et à ce qu'il faut transmettre à la génération qui nous suivra et qui nous aura à charge lorsque nous serons devenus vieux et dépendants. Tout ça, il faut y penser. Posthume. Et j'arrête. Merci Erwan pour cette intervention riche. Je vais passer la parole à Vincent Prisonnier. Vous m'entendez là? Oui. Le micro est vraiment indispensable. Oui. C'est mieux pour bien entendre. D'accord. Ok. Donc, l'avantage de causer le dernier, c'est que je vais éviter beaucoup de redites étant d'accord avec ce qui a été dit avant moi, mais en même temps, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que je vais quand même suivre le plan du petit Laïus que j'avais prévu, parce que, en fait, il dit à peu près la même chose, mais il le dit encore à sa façon, donc ça permet de réfléchir. Alors moi, quand on m'a donné le sujet de la réunion de ce soir, quelle école pour demain, au point de départ, je me suis dit, dans un grand élan d'optimisme, bon, demain, il y aura la révolution, n'est-ce pas? Et donc, tous les sujets humains se seront emparés de leurs rapports sociaux, dans la transparence et la démocratie, et donc, dans ces conditions, qu'en sera-t-il de l'école? Et je pense que l'école sera absolument au centre des relations sociales, et que du coup, en même temps, ça sera profondément différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'orientation réelle de la société consiste non pas à accumuler du capital dans des rapports sociaux qui nous échappent et qui sont en train de nous détruire, mais si l'orientation réelle de la société consiste à prendre soin les uns des autres, alors à ce moment-là, le fait de s'occuper des enfants, mais pas seulement des enfants d'ailleurs, les uns des autres, d'une façon générale, sera l'activité principale. Et donc aura une place absolument considérable. Et donc on peut imaginer que les écoles deviennent des espèces de palais agréables qui soient le centre, un des foyers centraux de la vie sociale. En même temps, après m'être dit ça, je me dis aussi que si donc dans l'école de demain, utopique, mais utopique ça ne veut pas dire irréaliste, que j'envisage là, on s'occupe énormément des enfants, bien s'occuper des enfants, ça veut aussi dire leur foutre la paix à certains moments et qu'ils aient la capacité d'être autonomes les uns avec les autres, ou tout seuls, ou avec leurs propres rêveries,
Ça aussi, ça doit exister. En fait, ça soulève le problème d'une finalité, et la finalité, c'est que s'autoproduisent réciproquement des sujets humains polyvalents et autonomes. Alors, ça recoupe pas mal de choses que tu disais. La question de la connaissance, c'est très bien une connaissance, je suis pour, mais ça fait partie de ce qu'un sujet humain polyvalent et autonome se construise en lui-même et conduit naturellement à s'approprier. S'il est conduit naturellement à s'approprier pour s'auto-construire avec les autres, c'est plus un apprentissage forcé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'effort. La contrainte et l'effort sont deux choses différentes, mais ça veut dire qu'on est à même de faire des efforts. Alors tout ce que je vous raconte là, non seulement à mon avis, c'est pas utopique, mais en fait ça fait beaucoup de gens y ont réfléchi depuis longtemps, et c'est vrai que dans la tradition du syndicalisme, il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Le syndicalisme de l'enseignement, si on reprend les débats des années 20 et 30, et moi je pense à la Fédération unitaire de l'enseignement dont faisait partie ma grand-mère, voilà, De Grolly, les Frédé, les contradictions soulevées par la mise en œuvre de tout ça, la coopération à l'école, c'était absolument central. Ils avaient tout ce qu'on raconte aujourd'hui, mis à part l'informatique évidemment, mais je suis sûr qu'ils pourraient l'aborder beaucoup plus intelligemment dans bien des cas, et non pas comme une espèce de fétiche qu'il faut obligatoirement adorer et qu'il faut imposer aux enfants d'ailleurs. Toute cette réflexion existait déjà. Alors bon, voilà, donc l'école que nous voudrions, c'est tout autre chose, mais ça renvoie aussi à une société qui est tout autre chose. Alors maintenant, deuxième partie de ce que je voulais vous dire, retour sur le présent. Je crois que dans le monde présent, nous avons une situation contradictoire, et c'est bien, parce que la principale de ces contradictions, c'est que l'école, elle est le résultat de rapports de force qui l'ont construite, et donc il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer, ou d'éléments positifs, mais qui sont déformés profondément dans la réalité sociale présente. Si l'école était entièrement le résultat des desiderata du capital, il y aurait pour ainsi dire pas d'école ou quelque chose de privé. Bon. En même temps, si l'école était entièrement le résultat du rapport de force imposé par les luttes de celles et de ceux d'en bas, elle serait aussi très différente. Un exemple historique de cette relation dialectique, c'est que la première forme politique en France qui a réalisé l'école laïque, c'est la Commune de Paris. C'est eux qui l'ont fait. En relation avec toute une série d'autres mesures. Le fait que tous les fonctionnaires soient élus, révocables, et un salaire d'ouvriers qualifié, et donc en même temps, une école totalement coupée de l'Église. Bon, cet élément revient 10 ans plus tard dans les lois scolaires de Jules Ferry, évidemment dans un cadre différent, mais avec certains éléments émancipateurs qui sont recyclés, encadrés, limités, déformés, mais qui malgré tout y sont. Et qui peuvent parfois servir d'alibi d'ailleurs pour faire autre chose, mais qui peuvent aussi servir de germe pour préconiser que ça fonctionne autrement. Et à partir de là, nous avons en France, alors je ne dis pas ça pour vanter une quelconque exception française, mais parce qu'il faut évidemment partir de ce que nous connaissons. Je pense que les conquêtes sociales peuvent prendre d'autres formes dans d'autres pays, mais pour ce qui nous concerne, on a un certain nombre de points, ce que tu appelais l'ADN, notre ADN. Bon, l'universalité du système éducatif. Je préfère employer ce mot que de parler d'obligation scolaire, c'est-à-dire le fait qu'il est censé concerner tous les enfants. Premier point. Deuxième point qui va avec, ils vont tous les uns avec les autres, ces points, le caractère national que le représentant des FCPE a évoqué. Troisième point, la laïcité. Alors, la laïcité, deux mots. D'abord, aujourd'hui, quand on parle de laïcité, on pense tout le temps aux musulmans. Alors, on y reviendra peut-être, mais c'est un problème, parce que ces pauvres musulmans, ils sont l'arbre qui cache la forêt. Les principales atteintes à la laïcité en France, aujourd'hui, encore aujourd'hui, s'appellent loi Debré, s'appellent financement public des écoles privées, qui sont essentiellement des écoles privées catholiques sous contrat.
Deuxième remarque sur la laïcité telle qu'elle a été conçue et sans quoi elle n'aurait pas eu de dynamique, c'est une condition préalable pour que les sujets humains puissent s'autoconstruire eux-mêmes. C'est leur donner l'armement. Chez Condorcet, il y a l'idée d'un armement, hein, au même titre que le sans-culotte doit avoir un fusil et qu'il doit avoir le droit de vote, il doit avoir des éléments cognitifs qui lui permettent d'exercer son sens critique. Donc c'est ça. Donc la laïcité ne consiste pas en un canevas préétabli, en gros le tableau noir, on fait toute une série de représentations, ne consiste pas dans ce canevas préétabli. Elle doit consister dans le fait de ne pas violer les consciences. Alors bien sûr qu'on influence les consciences quand on fait l'école à des gamins, évidemment, mais ça suppose d'avoir une éthique qui exclut de développer un certain nombre de points relevant du propre point de vue d'ailleurs de l'instituteur pour que l'enfant ou le jeune puisse se saisir lui-même de tout. Quatrième point, la gratuité, bon ça a été dit, et ça ne s'arrête pas, ça doit englober évidemment la gratuité de tout ce qui est nécessaire au fait de pouvoir aller à l'école. Donc il y a la cantine, il y a les fournitures, etc. Cinquième point, la mixité. Alors j'y insiste, la mixité, c'est pas seulement la gémellité, comme on disait il y a 60 ans, c'est-à-dire les garçons et les filles, mais c'est la mixité sociale, c'est ce qu'on appelle l'inclusion, c'est une notion extrêmement large, c'est le fait que, en l'état actuel, dans un avenir post-révolutionnaire, je ne sais pas, mais en l'état actuel, je pense que envisager que nos enfants et nos adolescents soient dans des groupes, pas trop nombreux, mais des groupes quoi, de 10 à 20, qui constituent une sorte de cadre de socialisation, et que ces groupes soient mixtes, soient variés dans leur composition à tout point de vue, est un élément fondamental. Je ne dis pas que c'est le cas d'ailleurs, mais disons que ça fait partie de l'ADN de l'école publique en France, et donc, étant donné que c'est théoriquement ce qu'elle est censée être, quelque part, on peut se battre pour qu'elle le soit réellement. Sixième point, oui ça doit être le sixième, le fait que l'enseignement soit pluriel, qu'il englobe une pluricréativité, des aspects intellectuels, des aspects pratiques, des disciplines dans des domaines différents. Nous en sommes en réalité très loin. Mais c'est pareil, c'est un idéal qu'on peut défendre. Et j'ajouterai un septième point, c'est que pour que tout ça puisse se faire, il faut que les gens qui exercent cette fonction dans la société soient des fonctionnaires ayant une autonomie de conception, c'est-à-dire des métiers de conception. Pas seulement les enseignants d'ailleurs, hein. Il y a plusieurs métiers, ça nécessite plusieurs métiers. Par exemple, les AESH, les accompagnateurs d'élèves en situation de handicap, au lieu d'être des travailleuses précaires qu'on paye à coups de lance-pierre pour leur attribuer dans le plus grand désordre des enfants handicapés, ça devrait être un métier de conception, et donc protégé par le statut du fonctionnaire, qui est nécessaire à la laïcité, à la neutralité, c'est-à-dire qui isole le fonctionnaire des pressions des pouvoirs locaux, des lobbies, de tel ou tel parent, pas des fédérations de parents, mais de tel ou tel parent, etc. Alors voilà, bon, les 7 piliers, j'ose pas dire les 7 piliers de la foi, hein, mais universalité, caractère national, laïcité, gratuité, mixité, polyvalence des enseignements, autonomie garantie par un statut des personnels faisant tout ça. On pourrait ajouter à cette liste toute une série de traits qui se sont greffés là-dessus. L'existence des écoles maternelles, le lien école communale commune, ou dans les villes, école communale quartier, certains traits plus précis de l'enseignement secondaire qui sont toujours à double tranchant, c'est-à-dire qu'ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais qui contiennent des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Le collège unique, pour lequel en effet on ne s'est jamais donné les moyens de le faire réellement fonctionner, les 3 voies du lycée, la place du bac. Alors évidemment, le bac, c'est un sacré problème, hein, mais ceci dit, la destruction du bac ne fait pas partie de la solution aujourd'hui, elle fait clairement partie du problème. L'enseignement de la philo, qui est un élément historiquement lié à la laïcité, c'est-à-dire et le fait que ça devrait faire partie
à mon avis d'ailleurs dès l'école primaire, hein, parce que les questions que posent les petits, elles sont tout à fait philosophiques, et puis ça devrait faire partie de l'enseignement professionnel. J'ajouterai au tableau l'existence du mouvement associatif laïque autour de l'école publique, dont les fédérations de parents, le sport scolaire et universitaire par exemple, qui, lorsqu'on nous bassine avec la nécessité que le public s'ouvre au privé, etc., donne pourtant un exemple assez remarquable d'éducation populaire basée à la fois sur le volontariat et sur le service public, et qui en même temps n'est pas une structure étatique, mais qui est une structure reposant sur des initiatives volontaires. Bon, voilà, donc on a un bagage, un acquis qui n'est pas la merveille de demain dont j'ai commencé par parler dans mon intervention, mais qui contient quand même ce sont des acquis sociaux, hein, au même titre que la sécurité sociale, qui certes comporte bien des contradictions, mais qui n'empêche, est quand même un sacré acquis social. Je crois qu'il y a dans certains aspects de l'école publique laïque des éléments fondamentaux sur lesquels il faut s'appuyer, qu'il faudra peut-être transformer, mais on les transformera en s'appuyant dessus et en les défendant. Alors à partir de la troisième partie de ce que je voulais dire, il y a 4 parties, hein, très bien, mais j'ai la plus longue était la deuxième. Troisième partie de ce que je veux dire, le problème pour les syndicalistes que nous sommes, mais plus généralement pour les citoyens, les défenseurs de l'école publique, un problème, c'est comment articuler la défensive de ce qui est face à des attaques incessantes et qui sont en train de s'aggraver, j'y reviendrai pour finir, et l'offensive pour dire que d'une certaine façon on voudrait autre chose, mais quand on dit qu'on voudrait autre chose, ça veut dire qu'on veut foutre en l'air l'existant, quoi. D'ailleurs, ce problème s'est posé très concrètement avec la réforme du lycée, hein, chez les profs, parce que très franchement, dans le lycée général, les 3 filières S, EL et L, c'est pas terrible, hein. Donc, a priori, de dire on va changer ça par un truc avec plein d'options dans tous les sens, bon, de manière purement abstraite, c'est tout à fait intéressant d'examiner ça. Après, on se méfie, bien sûr, parce qu'on voit qui est Blanquer, on sait qu'ils veulent faire des économies. Bon, puis à l'arrivée, il s'avère que c'est un achat catastrophique. Il y aura non pas 3 filières, mais je ne sais pas exactement combien, mais entre 10 et 20. Hein, voilà. Donc, une considérable détérioration de l'existant, mais au nom du fait que l'existant n'est pas terrible et qu'on aspirait à autre chose, et qu'il y a tel ou tel truc qui sont intéressants dans le lot, hein, je prof d'histoire géo, les géopolitiques entre-guerres, ça m'intéresse, bon, mais ça doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Donc, comment combiner défensive et offensive? Eh bien, c'est sans doute pas si compliqué, mais ça demande discussion. En vérité, c'est un grand sujet de congrès syndicaux, de mandats syndicaux. Concernant la FSU, je donnerai 4 éléments rapides. La revendication de l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, qui comporte l'idée, c'est pas tellement le chiffre 18, mais elle comporte surtout l'idée d'essayer de rompre avec la culture de la performance et de la rapidité. C'est-à-dire que prendre son temps n'est pas un crime. Mais ça va absolument à l'encontre, hein, de tout le fonctionnement économique et social du capitalisme contemporain. Mais on devrait pouvoir prendre son temps, et à l'aune de cette idée-là, l'évaluation devrait, et peut-être qu'il faut faire la révolution pour ça. Ceci dit, c'est pas une raison pour pas le réclamer, pour pas l'avoir à l'esprit. L'évaluation devrait être tout autre chose. L'évaluation, au jour d'aujourd'hui, s'apparente au chronométrage, à la mesure, au verdict du niveau qu'on a théoriquement à un instant T. C'est une histoire de fou, ça, hein, quand on y réfléchit. L'évaluation devrait consister en fait dans la manière de renseigner celui qui apprend, l'élève, sur où il en est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Enfin, l'évaluation devrait être, pour employer le vocabulaire standard, elle devrait être formatrice, elle devrait être pédagogique, elle ne devrait pas être purement évaluative. Sauf que pour ça, il faut pouvoir prendre son temps. Deuxième élément, la définition, et ça relève du débat politique, social au sens large, d'une culture commune large et plurielle qu'on veut communiquer à tous, et donc jusqu'à
jusqu'à assez loin dans le second degré, il faut que les mesures soient prises pour transmettre tout cela. Troisième élément, la reconnaissance des métiers. Alors, il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a plusieurs, il y en a même pas mal au total, des métiers de l'éducation, mais qui sont tous d'une égale dignité et qui devraient tous être protégés par un statut du type statut des fonctionnaires. Et quatrième point sur la base de tout cela, l'extension de l'offre de formation et non pas sa réduction. Il faudrait que l'école maternelle, tout le monde y ait accès. Il faudrait que des sujets comme le code de la route ne relèvent pas d'officines privées qui profitent largement de la situation, mais du système éducatif. Il faudrait que tout ce qui est l'environnement, les élèves, c'est en train de devenir, c'est un changement récent depuis 6 mois, il y a une inquiétude. Nos élèves, ils ne voient pas l'avenir d'un bon œil, hein. Ça c'est un problème fondamental, ils ont raison d'ailleurs. Et donc il y a en ce moment une saisie de la question de l'environnement, de la planète, comme on dit. C'est un peu naïf des fois de dire qu'il faut sauver la planète, c'est l'humanité qu'il faut sauver, la planète. Mais enfin, c'est pas grave. Mais cette dimension-là, en relation avec l'extension pour reconnaître l'enseignement professionnel agricole, est un élément tout à fait essentiel. L'extension aussi de l'enseignement des langues, qui a jusqu'à présent été pris comme l'apprentissage d'une langue, alors qu'il y aurait beaucoup à avoir, par exemple, du côté des Africains, où, sans être allé à l'école, ils parlent 5 ou 6 langues, et assez différentes les unes des autres. Le cerveau peut très bien s'adapter à ça. Bon, bref. Alors, donc, je résume mes 3 points. L'école que nous voulons, elle suppose une société tout à fait différente. Deuxième point, ceci dit, dans la société réellement existante, nous avons quand même pas mal d'acquis sur lesquels nous appuyer. Troisième point, il faut combiner la défense de ces acquis et le combat pour aller vers autre chose. Et donc, ça m'amène à mon dernier point, le moment présent. Hein. Alors, il est vrai que, tu l'as dit, les attaques actuelles font suite à beaucoup d'autres. Ça c'est vrai. À la limite, même, on pourrait dire, ouais, ça fait 50 ans qu'on subit des attaques, on est toujours en qu'est-ce qu'on est fort. Bon, mais le mammouth s'est usé quand même à la longue. Et à un moment donné, la quantité risque de se changer en qualité, et je crois qu'il faut qu'on mesure le risque. Alors ça va avec le reste, ça va avec les ordonnances sur la loi travail, avec la précarisation générale de la société, etc., bien sûr. Ce que Blanquer est en train de faire, et ce que Dussopt est en train de faire au niveau de la fonction publique, parce que ça va avec, risque d'introduire une rupture décisive où la quantité se transforme en qualité. Ne plus recruter que des contractuels, avec l'autoritarisme qui va avec, qui est illustré dans ce même article 1, donc, hein, où il est question du devoir d'exemplarité des enseignants. Alors, la notion de devoir d'exemplarité n'existant pas juridiquement, ni constitutionnellement, c'est en fait un ovni, c'est une notion inconnue qui est mise là et qui est donc susceptible de toutes les interprétations que l'on veut. Et on revient de quelle interprétation c'est susceptible. Pas besoin de faire un dessin. Et la rupture que constitue Parcoursup et la réforme du lycée qui vont avec, je crois qu'on n'a pas encore mesuré la rupture dans la vie des familles, dans l'approche même du système éducatif que ça signifie. Alors, c'est pas folichon la situation présente, mais la situation présente, elle est, disons, cylindrique, c'est-à-dire la base du cylindre étant plus large en bas, c'est-à-dire je vais à l'école avec tous, et puis petit à petit, au fur et à mesure que je grandis, je réduis un peu mon champ, et puis je choisis le métier à la fin. C'est très théorique, hein, mais c'est quand même quelque chose qui a façonné les états d'esprit et qui nous vient en fait des 30 Glorieuses. Les gens sont très conservateurs là-dessus, ils ont bien raison, parce que c'est quelque chose qui devrait relever du droit. La méthode de Parcoursup est complètement différente. Les parents et leurs gamins, au collège, ils doivent choisir le lycée où il y aura les enseignements de spécialité à partir de la première, qui leur permettront de passer le bac, leur permettant de choisir l'établissement public ou privé dans lequel ils veulent aller. Donc chacun devient un stratège. Ça n'est plus un stratège de quoi d'ailleurs? Un stratège de moi, société anonyme, hein, qui effectivement sera gagnant ou perdant, et qui, s'il est perdant, n'aura
qu'à s'en prendre à lui-même, parce qu'il aura mis en œuvre la mauvaise stratégie. Et voilà le nouvel état d'esprit. Entre nous, il y a des profs qui ont cet état d'esprit, je sais bien. Mais n'empêche que généraliser ça, c'est d'une violence. On n'a pas encore mesuré, alors on le mesure à des incidents, hein, comme le BOC de la semaine dernière. D'ailleurs, c'est terrible la façon dont c'est passé hein, au départ. Ça a été Parcoursup, ça a été mis en place assez facilement. Il a commencé à y avoir des mouvements lycéens dans la foulée des Gilets jaunes, parce que ceux qui avaient subi l'année d'avant, ils ont dit au suivant, oui, aïe, tu vas voir ce que c'est. Et petit à petit, c'est en train de monter. Je pense que ça peut encore monter. Alors, je vais conclure sur un mélange d'optimisme et de pessimisme, en fait, par rapport aux mobilisations. Moi, je pense que le moment actuel, donc le printemps 2019, il me semble que le monde de l'éducation au sens large, hein, en englobant les parents, est plus mobilisé qu'il ne l'a été depuis 2003, très en dessous hein, de ce qu'il en avait été en 2003, très en dessous, et pas suffisamment, c'est clair. Mais il y a eu une période d'une telle atonie depuis 10-12 ans qu'on a les prémices d'un réveil qui est beaucoup trop lent par rapport à l'ampleur des attaques de Blanquer et du SOT, mais réveil qui est indispensable. Et bon, il pourrait sembler que quand les gens se mobilisent contre des fermetures de classes, des regroupements d'écoles, ce genre de choses, la discussion de ce soir sur quelle école pour demain, c'est encore autre chose. En fait, je ne crois pas. Quand les gens se mobilisent sur une commune, sur un quartier, par rapport à une école, à un collège, comme ça a quand même plusieurs fois été le cas dans l'agglomération de Montluçon ces dernières années, puis récemment encore autour des 2 collèges de Désertine et de Jules Ferry sur l'agglomération de Montluçon, le fait même de cette mobilisation est porteur des éléments de l'école que nous voulons, parce qu'il associe de fait des gens, il crée des liens, quoi. La lutte commune crée des liens, même à discuter, et constitue un élément sur lequel s'appuyer. Donc je suis à la fois optimiste et pessimiste, évidemment, comme disait l'autre, qu'est-ce qu'il disait? Le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté, voilà. Mais c'est voilà. Merci à tous les trois pour ces interventions. Alors, J'ai pris combien de temps? je sais pas. Je sais qu'il y a une contrainte, c'est qu'on essaye d'être efficace pour finir dans une bonne commission, mais je suppose que vous avez un certain nombre de questions et simplement l'anecdote veut que Domérat aussi a un lien fortement avec la gratuité des transports scolaires dans l'Allier, puisque le président du conseil général de l'Allier, qui s'appelait Henri Guichon à l'époque, qui avait une majorité qui a décidé de ça, était conseiller général de Domérat. Voilà, je dis ça, on se rappelle de ça. Voilà, c'est bien de le rappeler, conseiller général communiste de Domérat, d'ailleurs même précisément. Et que la maternelle là derrière s'appelle Espace Henri Guichon. Non, pas la maternelle, la crèche. Vas-y. Tu passes le micro. Hein. Oui. Encore que je suis près de l'appareil. Oui. Non, je voudrais intervenir sur 2 points par rapport à ce qui a été dit, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire en tant qu'ancien combattant de ce secteur. Non, c'est par rapport à ce qu'a dit Erwan à propos de l'éducation nouvelle. L'éducation nouvelle, c'est... Alors, je ne sais pas dans quel ordre, je ne suis pas historien, hein, donc je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est au moment du Front populaire. Donc, je ne sais pas qui a alimenté le Front populaire ou qui c'est cette conception de l'école qui a été alimentée par le Front populaire, mais c'est à ce moment-là que sont nés tous ces mouvements. Alors après, il y a eu l'interruption de la guerre, et ce qui explique que, par exemple, le plan Langevin-Wallon est ce qu'il a été. Et à l'issue à la Libération, il y a eu le mouvement de l'éducation nouvelle a pris son essor, à la fois au cours des mouvements freinés. Moi, j'étais à l'école avec un institut qui était freiné, qui faisait l'imprimerie à l'école, etc. Mais j'ai aussi, après, participé au centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Et on faisait donc le premier principe des CMA, c'était ce que disait Erwan, c'est-à-dire tout le monde est capable de réussir. Et c'était le premier principe des CMA. Le deuxième principe, c'était la liaison avec le milieu.
Donc, bon, c'est à la fois écologiste, mais aussi, et c'était toute une époque où se débattait toute la question de l'être humain est un être social, avec la question que développait Lucien Sèvres concernant les dons, etc. Donc c'était toute une période où il y avait... C'est pour ça que je rejoins complètement ton idée de faire de la philo assez vite à l'école. Parce que toutes ces réflexions, les élèves les ont. La deuxième chose, alors il y a aussi l'aspect des colonies de vacances aussi à cette époque. Parce que les gamins, là, parce que ça a été construit, les colonies de vacances, parce que les gamins ne mangeaient pas. Bon, combien de gamins ne mangent pas à l'école maintenant? Et les centres de vacances, dans ce contexte actuel, ça serait sacrément utile. Et c'était des vacances collectives, parce que peut-être il y a des gamins qui partent encore en vacances, mais c'est des vacances individuelles, c'est pas des vacances où on va consommer la planche à voile ou je sais pas quoi, pour ceux qui pourront se le... Bon, il n'y a plus les planches à voile, ça marche plus. Autre chose sur lequel je voulais intervenir, et ça ne va pas étonner ceux qui me connaissent, c'est l'aspect d'informatique. Et je crois que là, la communauté éducative, dans son ensemble, hein, les parents y compris, ils n'ont pas compris cette évolution qui se passait à un moment donné. Disons, les savoirs, ok à l'école. Les savoir-faire qui ne se limitent pas à des compétences. Mais il y a, avec l'apparition de l'informatique, un autre savoir à faire, c'est le savoir faire. Et il y avait un pédagogue belge qui s'appelait Ducato, qui disait savoir faire en différé à des machines. Bon, et bien ça, c'est un savoir qui est important avec l'informatique. On se serait saisi au moment, la communauté éducative dans son ensemble, se serait saisie au moment du plan informatique pour tous, qui a été lancé en fait pour sauver Bulle. Hein. Mais si la communauté éducative s'en s'est saisie en disant il faut qu'on fasse faire à nos élèves justement prendre en main cette science qui apparaît à nouveau, et c'est à la fois une technologie, donc les ordinateurs et les logiciels qui sont fabriqués par les êtres humains, si la communauté était éducative là, on aurait pu faire autre chose que des élèves, que des consommateurs du dernier gadget à la mode. Ce qui a été la volonté du pouvoir à ce moment-là, et ça a été en fait d'en faire des consommateurs. Et ça s'est traduit par faire fonctionner Microsoft au départ, etc. Et quand on évoquait les problèmes de l'informatique, c'était d'abord des questions de matériel. Non, ce n'est pas des questions de matériel. Les questions de l'informatique, c'est d'abord ce qui est construit par des êtres humains au point de vue logiciel. Voilà. Et bien ça, on a loupé complètement cet aspect-là. Voilà. Quelqu'un d'autre? Et moi, je voulais dire que quand j'étais à EDF, le service médical était informatisé. Et à l'époque, il était au niveau national, on s'en servait. Il y avait des statistiques nationales à cette époque. Je vous parle de ça il y a 20 ans. Et donc, c'était très intéressant parce qu'on savait les problèmes de santé qu'avait la population. Peut-être. Mireille. Depuis combien d'années vous pensez, vous les syndicalistes et les associations de parents d'élèves, que vous n'avez pas connu de progrès dans l'école? On a connu, je pense, l'école maternelle, quand même, c'est une grande réussite, enfin, à mon avis, sur beaucoup de points. Est-ce que le syndicalisme, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un déficit de combat face aux offensives qui sont... moi, je trouve qu'elles sont nombreuses et depuis longtemps, on est sur la défensive pour défendre cette école publique, laïque, etc., que vous avez définie. Est-ce que les syndicalistes et les syndicalistes et les syndicats ou les associations de parents d'élèves d'ailleurs, est-ce qu'on ne s'est pas mis, je dis on parce qu'on est dans la communauté tous, hein, est-ce qu'on ne s'est pas mis dans la défensive tout le temps et on a oublié justement de donner de l'espoir à la fois aux parents, à la fois aux enseignants, pour un projet qui unifierait un petit peu l'ensemble de cette communauté. J'ai l'impression qu'on a défendu sur le statut, sur le salaire, sur les conditions de travail,
etc., etc. Mais on n'a fait que défendre. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez nous dire, peut-être qu'on a été à l'offensive, qu'on a créé quelque chose de bien, qui donne de l'espoir, et sur lesquels on pourrait... Alors, il y a les écoles Freinet, il y a des expériences qui ont été quand même... qui n'ont pas été généralisées. On nous dit toujours, dès qu'une expérience va bien, on a fait les langues, on a fait des expériences intéressantes. Je pense aux travaux personnels encadrés, je crois, en première. Il y a des choses qui se sont passées, mais on n'utilise pas ces belles expériences. Les langues en sont l'exemple aussi. Elles coûtent trop cher. Donc à chaque fois, on se heurte à un espèce de dogme sur effectivement la cherté, puisque l'école, c'est un coût, comme beaucoup d'ailleurs de choses, des coûts, tout ce qui est social aujourd'hui, on parle en coût en termes de coûts. Est-ce que faire un projet, comme vous le disiez, rendre enthousiastes les enseignants sur une perspective et non pas seulement sur la défensive? Est-ce que historiquement, on a eu des périodes, moi-même je n'ai pas le souvenir, des périodes d'enthousiasme, peut-être en 68, je ne sais pas, où on s'est pris à bras-le-corps pour inventer quelque chose ensemble, suivi par un gouvernement qui aurait été avec l'ensemble de cette communauté dans l'enthousiasme général. Je n'ai pas de souvenir. Je leur passe la parole. Ils sont interpellés. Bonjour. Alors, moi non plus. Voilà. Non, après, je pourrais citer des victoires partielles, des trucs, attention, c'est pas non plus. Mais ceci dit, globalement, sans doute que le dernier grand projet de On va de l'avant, tout ça, ça devait être à l'époque du plan Langelin-Vallon, implicitement, mai 68 et les années qui ont suivi comportaient l'idée qu'on allait tout changer, mais bon, il n'y avait pas, à connaissance, de projet précis sur l'éducation. Bon, il y a eu, et c'est très contradictoire et très partiel, le collège unique, mais dans des conditions, puis la réforme de Chevènement sur le bac, les 80%, mais avec tellement de contradictions, et donc depuis de progrès globaux, je ne sais pas. Mais alors, paradoxalement, ça rejoint la remarque de Gérard, sur le fait qu'on ne s'est pas approprié le fait d'apprendre à faire des logiciels, mais c'est pas que nous, c'est pas une excuse. Hein. Mais globalement, à l'échelle mondiale, l'informatique, Internet, qui pourrait être des technologies émancipatrices si des individus autonomes s'en emparent, ont, en l'état actuel des choses, une fonction essentiellement commerciale et aliénante. Et donc, alors ça rejoint le fait qu'on est sur la défensive depuis un demi-siècle. Ça rejoint ce fait parce que, en fait, je serais tenté de dire que là, le monde de l'école, on n'est pas si originaux que ça. On est dans la même situation que le lutte sociale et le mouvement ouvrier dans son ensemble. Et Vincent, sur ce point, moi je crois qu'il y a un aspect qu'a développé Erwan tout à l'heure, c'est le problème des logiciels libres. Parce que les logiciels libres ont été un élément important, parce que Bill Gates, qui a fait les études à peu près au même moment que Richard Stallman, qui est le père des logiciels libres, il traite Richard Stallman de nouveau communiste. Donc il y a bien dans l'idée des logiciels libres une idée nouvelle de s'emparer pour tous de l'informatique. Mais je suis d'accord, sans doute même qu'il y a une idée libertaire et d'autonomie des individus au point de départ même de la micro-informatique. Dans les années 70. Ou même d'Internet. Et qu'on aurait pu faire mieux qu'on a fait. Mais globalement, les rapports capitalistes sont passés. Ils ont donné leur caractère à la chose. J'y pense. Les patrons de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles Montessori. C'est pour la blague, mais c'est vrai. Ils sont privés de... Oui, ils sont privés d'écran. Moi, c'est parce que j'ai des petits aussi. Je se pose la question aussi de combien de temps on les met devant les écrans. J'avais une chose à dire sur la pédagogie, Freinet, éducation nouvelle, et puis après j'essaye de répondre sans avoir une date précise, ce sera une tentative d'hypothèse. Moi je suis assez méfiant de la récupération qu'il peut y avoir aussi derrière les questions pédagogiques. Souvent on se rend compte qu'il y a dans la technique de management actuelle
au sein de l'éducation nationale, l'idée de mettre en avant certains individus qui, vous voyez, ils sont prêts, ils passaient leur samedi, vous voyez, ils créent une association. Enfin, je suis assez méfiant là-dessus. Je pense que ce qui permet de se sauver, c'est de ne pas perdre l'aspect social qu'il y a derrière ces pédagogies-là. Pas juste sur une technique, il y a une vraie volonté sociale et politique. Ce qui ferait le lien avec ma tentative d'hypothèse. Moi, je dirais que, à partir des années 2000, en fait, j'essaierai de fixer quelque chose là, avec une sorte de changement de génération chez nos collègues. Alors, je m'explique un peu plus. Dans les vieux militants que je peux côtoyer en faisant un peu de syndicalisme, on a toute une frange de population qui se sont rencontrés parce qu'ils ont fait leur objection de conscience dans les CMA, par exemple. Ils se sont rencontrés là, ils ont milité ensemble, avec les liens, par exemple, que Vincent pouvait expliquer sur une lutte qui peuvent se créer à ce moment-là. Et ces gens-là, ils arrivent à l'âge de la retraite, en fait. Vous voir, ils y sont déjà partis. Et il nous manque comme ça, certainement, une forme de cohésion, enfin, sans vouloir faire un peu conservateur et un peu réac. Mais ça finit toujours par arriver. Quand on était recruté avant le bac pour être instit et qu'on était comme ça formé, qu'on côtoyait du coup les gens, alors même si le directeur de l'école normale de garçons faisait un bal avec l'école normale de filles pour qu'on se marie entre nous, enfin il y a plein de choses qui sont critiquables, mais il y avait quand même des gens qui venaient d'une classe sociale populaire, qui du coup se retrouvaient un peu élevés, avec l'explication que je pouvais donner tout à l'heure, et qui du coup n'ont pas la même vision, je pense, des enfants. Quand on habite dans le quartier où on travaille, quand on est issu de ce quartier-là, on n'a pas la même attitude et on passe pas notre temps à dire mince, les enfants sont là pour nous embêter parce qu'ils ne veulent pas comprendre ma leçon sur la conjugaison à l'imparfait, ou je sais quoi. Donc je pense qu'il y a une question comme ça du rapport qu'on a à l'enfance et à leurs difficultés. Et donc depuis les années 2000, on a peut-être perdu un peu ça, et en termes de moyens aussi, parce que je pense que c'est lié à ce rapport de force aussi. C'est que tant qu'on est mobilisé, on arrive à gagner des choses, même dans un système pas magique. Depuis les années 2000, on en perd. Je parlais tout à l'heure des moyens de remplacement pour la formation. Mais on a les réseaux d'aide qui ont complètement disparu. On a les effectifs par classe qui ont baissé en fait peu ou prou jusque dans les années, fin des années 90, qui ont commencé à augmenter dans les années 2000. Enfin, dans l'Allier, on est en plein dans tous les problèmes qu'on a qui vont peut-être amener au recrutement de contractuels pour des enseignants au premier degré. C'est parce qu'on n'a pas digéré, et on ne digérera pas les suppressions de postes de Sarkozy sans des grosses créations de postes. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est... au-delà d'un grand élan, on n'a pas de... Je dirais qu'il y a eu... Véronique Descartes, je vais me rattraper là-dessus, elle explique qu'elle commence à être assise dans les années 80, qu'elle voit les GAP, les groupes d'action pédagogique ou quelque chose comme ça, où il y a l'ancêtre des Razed, il y a des psychologues dedans, il y a même des orthophonistes. Actuellement, quand on dit à un parent d'élève, il faudrait que vous alliez voir l'orthophoniste, on sait qu'il va attendre 6 mois au mieux et qu'il va dépenser plein de sous. Et que ça réglera peut-être même pas le problème. Enfin, on n'a pas la capacité de le faire. Donc je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Et moi, je finis avec une anecdote d'un copain qui a été très longtemps dans le même établissement. Puis après, il est devenu remplaçant. Puis il était avec des amis du même âge depuis des années. Puis quand il s'est retrouvé remplaçant, il a côtoyé plein de jeunes collègues. Il s'est dit, mais on parle plus politique. Enfin, quand on est en cours de récré, on parle plus politique, de réforme, de machin, on parle de télé-réalité, et il a pris une claque, on dit, moi je la vis tous les jours. Je voulais justement préciser ma question. Est-ce que vous ne devez pas faire plus de politique dans le syndicalisme? Parce que pendant longtemps, le syndicalisme, il a mis la politique à distance en disant, nous on s'occupe de nos affaires, et là-bas, c'est là-bas. Or, si vous voulez motiver, si on veut motiver, je pense, il faut donner des actes de réflexion à nos collègues qui ne voient plus que... Enfin, qui ne... Voilà, je ne parle pas de la télé-réalité, je ne veux pas être offensante pour les nouveaux enseignants, mais au moins leur salaire, par exemple, qui est légitime, mais qu'on ne voit pas que ça. Quand on dit la casse de l'école publique, tout ça, il y a une logique politique qui dérive depuis de longues années, et que vous êtes en capacité d'expliquer, et je me dis, est-ce que vous vous réservez pas encore trop sur ces questions, y compris les parents d'élèves? Oui, il y a plusieurs choses, du coup, j'ai un peu de temps à rattraper. On ne fait pas les chronos. Je pense déjà, ça a été évoqué l'idée que l'école coûte cher.
Et je crois qu'il faut bien voir que l'école, comme la santé, ça coûte cher si c'est mal fait uniquement. Parce qu'une école qui est bien construite, qui crée des citoyens qui s'insèrent dans la société, qui trouvent leur place, quoi. Voilà. Ça ne coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, en réalité. Le coût réel de l'école telle qu'on la vit, qui a des centaines de milliers de décrocheurs chaque année, qui aboutit, comme on l'a dit, qui n'arrive pas à sortir d'une reproduction sociale qui est pensée comme telle, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est en réalité de l'argent qui, bien sûr, c'est pas que l'argent, évidemment, mais à un moment donné, quand on parle de la bonne volonté de l'enseignant qui va faire des heures en plus pour monter un projet ou autre, c'est bien gentil et c'est très bien et c'est merveilleux que ça existe, mais c'est pas un projet social et global, ça. Voilà, c'est des petits bouts de scotch à droite et à gauche. Une école qui se donne les moyens de véritablement aller plus loin qu'elle va aujourd'hui, c'est une école qui, au final, coûtera moins cher à la société. Ça, c'est évident. Sur la... Quand on parle des acquis, de l'opposition, des rapports de force, si on prend un exemple, par exemple avec l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, qui s'est battu pour l'école obligatoire jusqu'à 16 ans? Des parents? Ben non. Socialement, si on parle de l'école maternelle, c'est effectivement très très bien l'école maternelle française, il y a quand même quelque chose, voilà. Mais personne ne s'est battu pour cette école maternelle en réalité. Quand on parle, il y a quand même, quand on voit l'histoire d'un pays, des grands mouvements qu'il y a pu y avoir, de grands traumatismes comme les guerres ou autres, et de ce qui a pu être mis sur la table après, il y a quand même à un moment donné des mouvements collectifs, d'intelligence, de décision qui font que les choses avancent. Il ne faut pas le voir que dans un sens d'opposition non plus. Je crois qu'il faut sortir un peu de cette vision un peu trop binaire. Et puis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, c'est un mélange de tout ça, notre école d'aujourd'hui, de choses qui sont satisfaisantes, de choses qui sont incomplètes, de choses qui... voilà. Et bien sûr, dans tout ça, il y a très clairement des... C'est compliqué de mettre vraiment des dates et des événements précis dessus, parce que c'est un ensemble de choses. Quand je parlais tout à l'heure de grignotage, il y a énormément de choses où on voit très très bien qu'on a une école qui ne va pas dans le bon sens. Ça paraît évident quand on parle de généraliser la stratégie des familles pour le choix du lycée et de ses filières. Bien sûr, ça ne peut pas être un bénéfice collectif, là, social. Pour autant, on ne peut que constater que l'école, aujourd'hui, bah, ce n'est pas un enjeu de société. Ça ne fait pas bouger. Très sincèrement, quand on voit même un mouvement très citoyen, comme les Gilets jaunes, très disparate, tout ce qu'on a vu depuis 6 mois, quand la question est venue sur la défense de l'école, par ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui a fait prendre une mayonnaise. Quand, cette année, il y a eu des mouvements, par exemple, d'AESH, justement, pour défendre leur statut, pour ne pas être recrutés comme elles le sont aujourd'hui, pas formés, sur une précarité, etc. Eh bien, c'est pas du tout l'ensemble de la communauté éducative qui s'est bougée. Même en interne, ça n'aboutit pas à des résultats visibles, ça n'aboutit pas à des rapports de force qui pèsent aujourd'hui. Moi, quand on voit la facilité déconcertante depuis 2 ans avec lesquelles les évolutions se font au niveau de l'école, il y a une vraie question à se poser. Aujourd'hui, c'est juste un constat, l'école n'est pas un enjeu de société. Ça ne mobilise pas, ça n'intéresse pas. Chacun, plus ou moins, et ça c'est ce qu'on vit en tant que fédération de parents aussi, juste pour donner un ordre d'idée, hein, la FCPE, au niveau national, on représente à peu près 11% des parents du premier degré. Et il y a en gros 2 fédérations de parents qui existent, hein, et on est celle qui a le plus d'adhérents. Donc on représente qui? Voilà.
il faut bien voir cette réalité-là aussi. Hein. Il n'y a vraiment pas de choses globales. Et quand l'idée de la politique, par rapport au syndicat, on peut se la poser nous aussi par rapport à une association de parents ou une fédération, c'est le principal reproche qu'on nous fait habituellement. Très souvent, sans connaître la réalité d'ailleurs. Hein. Mais à la FCPE, ben, évidemment, on fait de la politique, c'est-à-dire qu'on parle de politique éducative. Voilà, ça tombe sous le sens. Mais c'est vraiment un gros mot, la politique, hein, aujourd'hui. Dans la société civile, il ne faut pas parler de politique. On se discrédite tout de suite. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Oui, ne serait-ce que l'école à 3 ans, alors, en rappelant bien que c'est l'instruction qui est obligatoire, hein, pas l'école, hein, on est bien d'accord, petit distinguo. Aujourd'hui, c'est clairement un cadeau à l'école privée, sous contrat, qui jusqu'à maintenant faisait payer aux familles pour les enfants de moins de 6 ans, de moins de 5 ans, et qui là, va avoir le financement de l'État. Voilà, on a parlé de la loi Debré tout à l'heure, c'est clair que c'est la continuité. Et des collectivités. Oui, pardon, j'ai dit de l'État. Oui, des collectivités, exactement, qui nous sont mises à contribution. Et c'est la loi Notre Lieu, on est bien d'accord. Pardon. Et une école aussi qu'on n'a pas trop évoquée, on a parlé de l'école sous contrat, mais il y a aussi tout le mouvement des écoles hors contrat. Espérance Banlieue, qui a fait un petit peu la une à un certain moment, mais qui ne sont pas les seuls, et où il y a, entre autres, des très gros capitaux derrière, type fonds de pension, qui financent ces écoles-là aujourd'hui. Ça se voit encore très très peu, mais dans les années qui viennent, je pense qu'on regardera après dans le rétroviseur, et toutes les racines, elles sont là. C'est déjà parti, et c'est pas l'enseignement catholique qui est le danger pour l'école publique de demain. Espérance Banlieue, c'est la fondation pour l'école. Oui, c'est la fondation pour l'école. Ils sont partout, on va dire comme ça. Oui, mais c'est sûr. Il y a d'autres questions, d'autres remarques. Médiatisation. Simplement, moi j'ai une petite remarque à faire, parce qu'on ne l'a pas forcément abordé dans la dimension des questions de la formation. On parlait de l'école, on parle des enfants, mais je trouve que quelque part aussi, dans l'approche politique au sens du terme, on a besoin d'aborder aussi comment une société humaine crée les conditions aussi de la formation comme outil de l'émancipation et tout au long de la vie, quoi. Je dis ça parce que je trouve que si on doit aussi aborder les choses, et pour ne pas se faire récupérer aussi par d'autres réseaux, j'allais dire bien intentionnés, qui veulent faire de ces activités, de cette activité humaine un marché comme un autre aujourd'hui, il faut aussi qu'on se penche aussi sur la question de la formation tout au long de la vie. Voilà, je dis ça parce que moi je vois dans les entreprises aujourd'hui comment le patronat utilise un tas de structures managériales, de formation, pour aussi, comment j'allais dire, renforcer sa domination aujourd'hui sur les esprits aussi. Et donc je pense que c'est des choses aussi à regarder si on veut aborder la question, j'allais dire, faire de la politique. Parce que c'est quelque part, il y a ce que tu dis, Mireille, je suis complètement d'accord. Il y a besoin de donner du sens, quoi, parce qu'aujourd'hui, chacun, les parents d'élèves qui utilisent leur rôle comme des consommateurs de l'école, des enseignants qui sans doute abordent et approchent leur activité comme étant leur statut à défendre, mais ça ne donne pas du sens à ce qu'est l'école. Donc on a besoin, à mon avis, de remettre cet tapis là-dessus. Mais je vous rassure, qui vient d'un service public important de l'énergie, c'est la même chose dans d'autres secteurs. Hein. Parce que les syndicats, ils sont aussi confrontés au fait que les gars, ils voient la vie que comme
le syndicat comme seul outil de leur statut, de leur déroulement de carrière, pour leur statut d'ailleurs, parce qu'ils peuvent casser le statut, mais les gars, ils ont toujours un besoin. Voilà. Donc c'est un vrai problème, ça, de donner du sens, de sens au métier et à ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être ça qui va nous interroger. Alors après, c'était mon intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant qu'on souhaitait quand même terminer dans de bonnes conditions aussi. Donc, s'il y a d'autres questions, on les prend. On a encore un petit quart d'heure. Vas-y. Je voudrais intervenir sur la question d'être à l'offensive ou sur la défensive. C'est vrai que les syndicats et les salariés, que ce soit dans le public, dans l'éducation ailleurs, on est plus souvent sur la défensive. Et pour cause, tous les gouvernements successifs, ou dans les entreprises, que ce soit chez les cheminots ou dans les entreprises privées, ils ont trouvé la combine. C'est le vrai rouleau compresseur, on vous en sort toutes les 5 minutes, on vous en sort une, ce qui fait qu'on pousse les syndicats sur la défensive sans arrêt. Enfin, les syndicats et les salariés, c'est que ça. Vous regardez la télévision le soir avant de vous coucher, vous en prenez une couche. Vous relevez le lendemain matin, vous écoutez la radio et vous regardez la presse, vous en prenez une autre couche. Les gens ils passent leur temps sur la défensive. Et bien effectivement, on n'est plus à l'offensive. Et à partir de là, quand on est sur la défensive, on ne les laisse plus. Quand on est à l'offensive, on gagne. Quand on est sur la défensive, on ne les laisse plus. Sauf quand on est complètement... Ça, c'est comme quand le gouvernement ou un patron vous convoque pour discuter, négocier, vous êtes tranquille pour négocier à la baisse. Vous supprimez ce que vous avez. J'étais syndicaliste il y a 40 ans, 45 ans derrière, j'attendais pas que le patron nous convoque pour discuter des salaires, c'est nous qui le convoquions. Et puis s'il n'est pas, on le fout en grève. Tout à l'heure, on attend les négociations, les NAO qu'on appelle. Il convoque la réunion, il veut pas négocier, et puis ça se termine comme ça. Alors qu'à l'époque, on allait au charbon, on était à l'offensive. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont tellement bien trouvé la combine, embrouiller les pédales, et nous occuper à défendre toutes les saloperies qui nous balancent, qu'on n'a plus le temps d'être à l'offensive, on est en train de cogiter sans arrêt pour se défendre. Et puis on en arrive à la case d'éducation, à la case du service de santé, à la case des transports, à la case de l'énergie, et puis les entreprises, j'en passe les meilleurs. Voilà, c'est une réalité qui est difficile. Même moi, syndicaliste, des fois, ça me sort les tripes, mais bon, on est là. On passe notre temps à défendre, à se battre contre les saloperies qui nous balancent, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On perd notre temps, et eux, ils avancent, par contre. Ils avancent, ça va vite. Hein. Une grande partie de nos discussions ce soir porte sur la relation entre défense des acquis et vouloir autre chose, et la relation entre défensive et offensive. Alors je partage tout à fait ton sentiment, mais en même temps, je crois que, en fait, les offensives naissent tout le temps de la défensive. C'est triste, hein, ça serait mieux que ça soit l'offensive tout de suite. Je fais un projet génial et je pars à l'offensive pour le faire, mais dans le fonctionnement collectif, c'est généralement la défensive qui est à la racine. Et les grandes révolutions ont d'abord été des réflexes défensifs de la société. La révolution de 89 fait suite à l'inversion féodale. La révolution de 17 en Russie, il n'y a rien de plus défensif. Ils voulaient arrêter la guerre, ils voulaient arrêter qu'on les massacre. Et je crois que ça reste vrai. Bon, enfin, c'est une considération un peu générale, mais bon, et je voudrais ajouter quelque chose pour concrétiser cela. Bon, il se trouve que j'ai une fille qui vit aux États-Unis. Il y a un événement important aux États-Unis depuis 2 ans, ça les médias nous en parlent pas beaucoup, c'est les vagues de grève d'instituteurs. Alors, ils ont touché le fond, hein, plus que nous. D'abord, ils avaient moins d'acquis, je pense, déjà, et en plus. Bon, donc Bush, il avait instauré un système où les subventions aux écoles publiques, c'est en fonction de leurs résultats. C'est-à-dire, si les résultats ne sont pas bons, les finances baissent. Il fallait trouver, hein, oui, la mise en concurrence, et donc plus c'est entre guillemets pas bon, moins il y a de moyens. Sans arriver au stade où il faut que qu'une institut, pour trouver un remplaçant, elle doit le payer, quoi. On fait des trucs fous. Une mais malade. oui,
Bien sûr. Mais il y a depuis 2 ans, il y a une vague de grève spectaculaire qui est partie de la Virginie occidentale. C'est un État pauvre des Appalaches qui a voté Trump et qui balaye les États les uns après les autres. Ça allait de la Virginie occidentale à la Californie. Et c'est vraiment la société qui se défend. C'est pas que les instituts, tout seuls, ils n'y arriveraient pas. Donc c'est des écoles qui sont occupées par les parents, par les gens du quartier, souvent des Noirs, et c'est en fait un mouvement social de gens qui veulent qu'on arrête de les traiter comme de la merde, quoi. C'est un mouvement défensif. Mais il a pris une telle ampleur qu'il est perçu comme un phénomène offensif. Voilà, c'est bon. Alors, le côté inquiétant de ce que je suis en train de dire là, c'est qu'en somme, il faut toucher le fond pour rebondir, quoi, des fois. Il vaut mieux pas non plus trop attendre, effectivement. Quand même, voilà. Bien, ce que je vous propose d'abord, c'est de... Alors j'ai envie de commencer avec un remerciement à la collectivité, au collectif éducatif d'abord dans ce pays, parce que quelque part, je pense que avec tout ce qu'on a dit, on peut effectivement évoquer les dimensions de recul, mais imaginez avec la volonté politique de celles et ceux qui portent ces reculs aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, sans ce collectif éducatif qui quelque part est en résistance. Imaginez ça. Ce que serait devenu notre école s'il n'y avait pas aussi ce collectif éducatif qui quelque part, avec ses contradictions, avec des fois sa perversité, des fois fait aussi que l'école existe encore dans notre pays. Elle n'est pas tout à fait gratuite, mais elle n'est pas encore non plus, parce qu'il peut y avoir pire. Elle n'est pas tout à fait laïque, mais ça pourrait être encore pire. Voilà, donc je dis ça parce que je tiens à dire ça dans ce remerciement. Deuxième chose, je voulais remercier au nom de l'atelier les intervenants pour la richesse de leur intervention et qui nous ont aidés aussi à réfléchir sur ces questions-là de l'école. On voit bien que c'est un sujet qu'il faut poursuivre, il faut qu'on continue à réfléchir là-dessus. Et puis enfin, je voudrais saluer aussi le travail en particulier de l'atelier, comme vous voyez sur le panneau derrière, qui se donne un objectif politique. Dans ces cas-là, on fait de la politique, mais qui est quelque part de créer les conditions de comment créer du commun aujourd'hui, qui est une association d'éducation populaire. Je vous le dis parce que chacun peut la rejoindre aussi dans cette affaire-là. Donc, ceux qui veulent le faire, il n'y a pas de problème. Qui organise régulièrement des rencontres et des échanges justement sur des sujets qui concernent notre quotidien et qui nous amènent à en tout cas moi je trouve, ceux qui réfléchissent aujourd'hui à dire comment on se sort de l'ordinaire aujourd'hui, comment on nous aide à réfléchir, comment l'atelier nous aide aussi à réfléchir avec des intervenants, etc. Alors, Pierre Goldberg m'a dit qu'il fallait que je vous dise que c'était aujourd'hui le dernier rendez-vous de la saison. Alors, quand on parle de saison chez nous, c'est de septembre à juin. On est d'accord. Donc, la saison va recommencer. Une nouvelle saison en septembre, donc vous aurez un programme de débat qui sera proposé par l'atelier, qui continuera dans cet état d'esprit. Et puis, dernière chose aussi, remercier aussi les partenaires fidèles de l'atelier. Je pense aux revues comme Politis, l'Humanité, qui avait eu Olomos, etc. Regard, Cerise, Regard, voilà, qui sont la presse qui œuvre dans les courants progressistes de ce pays. Alors, j'utilise un bon échange progressiste parce que Macron, il est quand même fort parce qu'il a réussi à récupérer même ce morceau, cette idée-là, qui était nocive. Même Révolution, il a récupéré. Ouais, même Révolution, voilà, c'est ça. Voilà. On a vraiment des bons en matière de communication, mais bon, la communication, ça ne fait pas améliorer la vie. Voilà, donc merci encore à vous tous d'être venus, et puis je vous souhaite
une bonne soirée.